Madame et Monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, nous reprenons cet après-midi l'examen pour avis des crédits de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2025 avec deux nouveaux avis budgétaires qui portent sur les crédits toujours et encore de la mission économie. Un, l'avis budgétaire relatif au commerce extérieur pour lequel notre commission a désigné comme rapporteur Madame Louise Morel et pour l'avis budgétaire portant sur le tourisme dont le rapporteur est Monsieur Hervé Delépinot. Comme ce matin, pour chacune des deux discussions générales, nous entendrons après le rapporteur les orateurs des groupes, chacun 4 minutes, réponse comprise, puis les orateurs individuels pour 1 minute par question. Alors avant de donner la parole à Madame Louise Morel, je rappelle le contexte de notre discussion sur le commerce extérieur. Un déficit commercial tenace de 56 milliards d'euros. C'est particulièrement le cas, et j'imagine que vous allez revenir dessus, sur les biens industriels et d'équipement ou encore l'énergie. Certains secteurs de l'agroalimentaire, comme vous le savez, s'inquiètent en outre des risques d'une perte de souveraineté dans les années à venir. Je pense au lait, par exemple. J'ajoute que le déficit commercial intra-européen de la France est très important, en dégradation constante depuis 2018, ce qui appelle très certainement des réponses de la puissance publique. Voilà, maintenant, je vous passe la parole, Madame la rapporteure. Merci. Merci, Madame la Présidente. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, je suis heureuse de vous retrouver cet après-midi pour vous présenter le rapport pour avis sur un sujet important de notre politique publique économique, le commerce extérieur. Alors la partie thématique du rapport pour avis sur le commerce extérieur porte cette année sur la question du soutien à l'internationalisation et à l'attractivité du secteur du numérique et de la tech dans le prolongement des travaux que j'ai pu conduire sous la 16e législature pour les aspects régulation en tant que rapporteur sur le projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique. Les enjeux sont immenses et j'ai souhaité mettre à contribution ce rapport pour avis en ce sens. Mais avant d'aborder la partie thématique, je voudrais vous présenter quelques éléments généraux sur les chiffres récents du commerce extérieur et les crédits qui y sont consacrés dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025. Le solde du commerce extérieur français est déficitaire, vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, de manière continue depuis le milieu des années 2000. Mais, élément positif, l'année 2023 marque une nette amélioration de la balance commerciale. Elle reste déficitaire, mais beaucoup moins que l'année précédente. En 2023, le déficit commercial de la France, services compris, s'élevait à 56 milliards d'euros contre 74 milliards d'euros un an plus tôt, en 2022. En d'autres termes, le déficit commercial a diminué d'un quart. C'est une bonne nouvelle. C'est d'autant plus une bonne nouvelle que les résultats du premier semestre 2024 montrent que l'on continue sur cette dynamique très positive. Nous sommes en train de sortir de la période néfaste qui a commencé avec la crise sanitaire. Du côté de l'attractivité également, les nouvelles sont-elles excellentes. L'édition 2024 du baromètre EY confirme que la France est toujours le pays le plus attractif d'Europe en termes d'investissement direct étranger, devant l'Allemagne, devant le Royaume-Uni. La France occupe la première place depuis 2019 grâce à des dispositifs ambitieux en faveur des investissements et de l'innovation. Nous y reviendrons. Pour ce qui est des crédits, la politique du commerce extérieur s'organise autour de deux acteurs majeurs. La Team France Export, c'est-à-dire pour l'essentiel Business France et BPI France, deux opérateurs qui sont soutenus par l'action 7 du programme 134 que nous étudierons bien entendu aujourd'hui. Dans le projet de loi de finances pour 2025, le point à retenir est que la subvention à Business France passe de 100 millions d'euros à 90 millions d'euros. Il faut noter tout de même que cette subvention a déjà été diminuée de 5 millions d'euros par un décret d'annulation des crédits en début d'année, en février 2024. La diminution de cette subvention pour charge de service public à Business France ne fait évidemment plaisir à personne, mais je crois qu'elle est compréhensible dans un contexte budgétaire très difficile où il est demandé à chaque administration de faire des efforts. Le ministre du budget et des comptes publics, lui-même ancien président de Business France, fait en quelque sorte ici une démonstration d'exemplarité. Ce que le rapport défend, en revanche, c'est que l'opérateur Business France a besoin de davantage de stabilité de ses crédits. À la base, nous avons une nouvelle convention d'objectifs et de moyens qui a été signée il y a un an, en octobre 2023, qui avait prévu une sanctuarisation des crédits jusqu'en 2026. Or, quelques mois après, un décret d'annulation des crédits a décidé d'une première baisse de 5 millions d'euros. C'était en février de ce début d'année.
Or, Business France a besoin de visibilité, je le rappelle à nouveau, pour assumer ses missions de service public qui sont mises en œuvre de manière pluriannuelle. Par exemple, les places dans les salons internationaux sont réservées bien plus d'1 an à l'avance. C'est la raison pour laquelle je reprends, comme mon prédécesseur Charles Rodwell, dont je salue les travaux, c'est la raison pour laquelle je préconise que la programmation financière de Business France, inscrite dans sa convention d'objectifs et de moyens, soit formalisée dans le prochain projet de loi de finances. Pour cette partie, et c'est la conclusion de cette partie, j'émets donc un avis favorable à l'adoption des crédits qui sont relatifs au commerce extérieur, tout en insistant sur la nécessité de veiller à l'avenir à ce que l'évolution des crédits s'inscrive dans une trajectoire plus prévisible. Je voudrais maintenant venir à la partie plus thématique de ce rapport qui, comme je le disais, vise plutôt le soutien au numérique et à l'innovation dans son double aspect, attractivité, donc compétitivité et internationalisation. Je voudrais rappeler que c'est un secteur clé pour la croissance, pour notre croissance et pour l'autonomie stratégique de la France. C'est un secteur qui se caractérise par des risques et des coûts initiaux élevés qui empêchent les entreprises, typiquement les start-up, d'accéder au financement bancaire classique. Il nous faut inciter le secteur privé à investir dans des fonds de capital risque et à compléter ces fonds de capital risque par des financements publics ciblés. Dans ces domaines, le développement international n'est pas une option. Les entreprises doivent développer leur activité à l'étranger pour atteindre une taille critique et rentabiliser leurs investissements. Alors que les coûts fixes sont très élevés, les dépenses de recherche et développement, les coûts variables faibles, il ne peut y avoir que quelques entreprises aujourd'hui de niveau mondial, et ce sont aujourd'hui des entreprises américaines, les GAFAM, pour les plateformes de services en ligne. Cela doit nous interpeller collectivement. Je voudrais vous rappeler quelques éléments qui sont à cet égard relatifs au développement et à l'internationalisation du secteur du numérique qui est soutenu à différents niveaux. D'abord, dans le cadre de la Team France Export, qui est au cœur de la politique du commerce extérieur, nous pouvons dire qu'à la fin de l'année 2023, Business France et le Secrétariat général pour l'investissement, le SGPI, ont conclu un partenariat qui vise à aligner les priorités de Business France sur celles du plan d'investissement France 2030, qui est axé sur l'innovation disruptive et sur les startups. Ensuite, nous avons la mission French Tech, qui a été créée il y a une dizaine d'années et qui fait partie de la Direction générale des entreprises de Bercy. Cette mission est chargée de soutenir, de mobiliser l'écosystème des startups françaises en France et à l'international, rassemblées sous la marque La French Tech, qui appartient à l'État. Soutien également au niveau de l'État par les dispositifs fiscaux. Il y en a plusieurs de soutien à l'innovation. Le crédit d'impôt recherche, le crédit d'impôt innovation, la réduction d'impôt IR-PME et le statut des jeunes entreprises innovantes. Soutien, enfin, et je citerai encore 2 éléments, le dispositif TIBI, qui est un mécanisme créé en 2019 qui incite les assureurs à investir une part de leurs fonds dans le capital risque. Et enfin, au niveau européen, nous avons les projets d'intérêt européen commun, ce qu'on appelle plus communément les PIEC. C'est un cadre dérogatoire qui permet aux États membres d'accorder des aides d'État à certains projets d'intérêt européen avec l'accord de la Commission. Et sur ce sujet-là, nous avons le Conseil européen de l'innovation également qui finance, lui, les projets les plus disruptifs sélectionnés sur appel à projet. Ainsi, les acteurs sont nombreux dans ce domaine, on peut s'en réjouir, mais je pense tout de même que nous pouvons émettre quelques propositions d'amélioration et je voudrais vous les soumettre. La première chose, c'est que sur la mission French Tech, elle est utile, mais il faut reconnaître qu'on s'y perd un peu dans le nombre de programmes d'accompagnement qui ont augmenté au fil des années. Je pense qu'il serait intéressant de rationaliser ces programmes. Pourquoi pas de fusionner quelques programmes existants dans un programme unique avec des critères clairs. Je pense que l'on devrait, par exemple, renforcer le programme « Je choisis la French Tech » et en faire le cœur de la politique de soutien aux startups. L'enjeu, faire en sorte que les grands groupes choisissent systématiquement des solutions auprès des jeunes entreprises innovantes françaises. Sur les dispositifs fiscaux ensuite, autre proposition, le crédit d'impôt recherche est l'outil, et on en parlera certainement dans les questions, c'est l'outil, je le crois, qui est le plus formidable qui puisse exister en France en faveur de l'innovation. Il explique en grande partie l'attractivité française et les bons résultats qui ont été décrits au début de cette prise de parole. On peut se féliciter qu'il soit maintenu dans le prochain projet de loi de finances, mais je regrette que le petit frère de ce crédit d'impôt recherche, qui est le crédit d'impôt innovation, ne soit pas reconduit, cela dans le but d'économiser 300 millions d'euros. Or, ces 300 millions d'euros auraient pu être économisés différemment, en plafonnant le crédit d'impôt recherche, par exemple, pour qu'il ne profite pas excessivement aux grandes entreprises, ou alors en supprimant l'éligibilité des dépenses de veille technologique.
D'autre part, la réduction d'impôts IR-PME, qui s'adresse aux PME, a été, selon moi, bien réformée dans le dernier projet de loi de finances, mais je crois qu'elle pourrait l'être encore davantage en étant plus encore centrée sur l'innovation et en supprimant, par exemple, l'éligibilité des investissements directs. Cela permettrait des économies et une meilleure efficacité de la dépense publique dans une logique de responsabilité budgétaire. Deux éléments supplémentaires en termes de recommandations. Le dispositif Tibi, qui, je le crois, est une excellente idée, mais qui n'est pas assez contraignant à date. Ce dispositif prévoit que les assureurs investissent une petite part de leurs fonds dans les capital risques, mais les ambitions sont insuffisantes, 7 milliards d'euros pour la période 2023-2026, et ce dispositif n'a en outre aucun caractère obligatoire. Il fonctionne quand la conjoncture est bonne, moins bien quand elle est mauvaise. Je crois qu'on ne peut pas se reposer uniquement sur la bonne volonté des acteurs privés. Dernier élément au niveau européen. Au niveau européen, nous avons d'un côté ce qu'on appelle les PIEC, les projets d'intérêt européen commun, qui ont été lancés l'an dernier. Il y en a un qui existe sur le cloud, l'autre sur les semi-conducteurs par exemple. Je crois que c'est une excellente nouvelle, mais qu'on pourrait aller plus loin. Mon rapport recommande que ces projets d'intérêt européen commun soient développés dans d'autres domaines tels que le cyber et l'intelligence artificielle. Et également au niveau européen, je crois qu'il faudrait réfléchir beaucoup plus activement à l'idée d'un Buy European Act, au moins dans les domaines technologiques. Il ne s'agit à cet égard pas d'interdire aux acteurs publics de recourir à des entreprises américaines, mais plutôt de permettre aux États membres de prendre en compte d'autres critères que le prix dans la commande publique, par exemple la résilience de la chaîne de valeur ou la fiabilité technologique et juridique. L'avance des entreprises américaines en la matière est conséquente. Parce qu'elles ont déjà réalisé leurs investissements, elles peuvent se permettre de casser les prix. Nous ne rattraperons ainsi notre retard qu'avec une politique de protectionnisme intelligent pour développer des solutions souveraines dans les secteurs stratégiques. Je reste naturellement à votre disposition pour poursuivre ces échanges qui sont des premières pistes formulées. Je voudrais également le souligner dans un temps contraint. Et permettez-moi pour terminer de saluer la qualité du travail fourni sur ce sujet également par notre administrateur Guillaume Collet, avec qui j'ai eu plaisir à travailler ces dernières semaines. Je vous remercie. Merci beaucoup et merci aussi de souligner tout le travail des administrateurs qui est évidemment extrêmement précieux. Nous allons passer maintenant aux interventions des oratrices et orateurs des groupes politiques. Donc pour l'ERN, Monsieur Lionel Tivoli. Madame la Présidente, chers collègues, en matière extérieure comme en matière intérieure, notre situation budgétaire n'a jamais été aussi grave. Il est impératif de faire des choix drastiques afin de favoriser le redressement de notre pays. Le commerce extérieur est l'une des priorités à sanctuariser. Le solde commercial de la France s'établit pour le premier semestre 2024 à moins 40 milliards d'euros. Cette situation est particulièrement alarmante et devrait tous nous préoccuper. Il y a ceux qui verront le verre à moitié vide et ceux qui verront le verre à moitié plein. Certains pourront se satisfaire de quelques données contextuelles positives, d'autres continueront à vous alerter sur la pente dangereuse que notre pays emprunte. Nous sommes résolument de ces derniers. La diminution prévue dans le PLF 2025 de la subvention au bénéfice de Business France, passant de 100 millions d'euros en la loi finance initiale pour 2024 à 90 millions d'euros en 2025, est un signal inquiétant. Un pays qui se porte bien est un pays qui exporte, et la France n'exporte pas suffisamment. Il n'est absolument pas question ici de mettre en cause les entreprises de France qui sont au contraire bien souvent de véritables championnes qui contribuent lorsqu'elles exportent au rayonnement de notre pays à l'international. Ce qui pose problème, c'est le fait de ne pas permettre à suffisamment de sociétés françaises d'exporter leurs produits, souvent d'excellence, à l'étranger. Les freins à l'exportation peuvent être multiples, mais il est indéniable que les contraintes diverses qui pèsent sur nos entreprises, ainsi que les conséquences néfastes de certains traités de libre-échange ne font qu'accentuer les difficultés. Il est nécessaire non seulement de sanctuariser les crédits accordés à Business France, tout en procédant en parallèle à une profonde refonte de l'organisation de cette structure d'accompagnement des PME et ETI sur les marchés internationaux. En effet, l'action de Business France n'est actuellement pas suffisamment efficiente, comme en témoignent de nombreuses remontées de terrain d'entreprises utilisatrices. Le commerce extérieur de la France est un outil fondamental, tant pour le rayonnement de notre pays à l'international que pour le développement de notre tissu économique interne. Plus que de belles paroles, il est temps de passer aux actes, et notamment de procéder à une meilleure coordination entre les différents services de l'État. Tous les acteurs concernés doivent œuvrer de concert afin d'assurer, enfin, à nos entreprises françaises, un écosystème réellement favorable à leur développement à l'international. Notre situation budgétaire n'a jamais été aussi grave, il faut donc faire des choix drastiques pour favoriser le redressement de notre pays. Le commerce extérieur est l'une des priorités à sanctuariser. Je vous remercie. Merci Madame la rapporteure. Oui, merci Monsieur le député.
Comme je l'indiquais lors de l'intervention, on partage naturellement la même ambition, à savoir de développer le commerce extérieur de notre pays. Ce que je voudrais dire, c'est que, bien sûr, dans le contexte économique actuel, à la fois, on ne peut que regretter, et ça fait plaisir à personne, cette baisse de crédit. Et moi, la première, et par ailleurs, en travaillant sur ce sujet, on rencontre d'autant plus les acteurs, on voit les formidables activités qu'ils développent, le soutien aux entreprises qu'ils développent, et on aimerait pouvoir donner plus. Seule chose que je disais en introduction, et d'ailleurs, c'était complètement partagé lors des auditions, c'était de dire qu'ils acceptent, dans un contexte budgétaire contraint, de participer à l'effort. C'est ce que l'on dit. Peut-être dans les années prochaines, on pourra revenir sur ces éléments-là. On pourra peut-être mettre d'autres crédits. Mais aujourd'hui, ce n'était pas non plus un sujet qui était impossible à mettre en œuvre, cette baisse des crédits, même si bien sûr, on aimerait qu'elle soit moindre. Merci beaucoup. Pour le groupe EPR, Monsieur Stéphane Vogetta. Merci Madame la Présidente et Madame la rapporteure. Je salue le travail réalisé dans le cadre de ce rapport pour avis. On y constate que les déficits commerciaux restent effectivement très élevés. Afin d'y remédier, nos dispositifs de soutien coopèrent au sein de la team France Export. En tant que député des Français de l'étranger, j'ai régulièrement l'occasion de travailler avec nos entreprises, mais aussi avec nos relais sur le terrain que constituent Business France, les CCI, les conseillers du commerce extérieur de la France ou encore les pôles French Tech. Ma première question porte sur la combinaison annoncée par le Premier ministre entre Business France et Atout France, agence spécialisée dans la promotion touristique. Comment garantirons-nous que cette fusion, si elle devait se concrétiser, permette à la fois de renforcer les missions de chacune des agences et d'accroître l'efficacité de la France sur la scène internationale sans nuire à l'attractivité touristique de notre pays? Et puisque l'on parle d'attractivité, je tiens par ailleurs à remercier ces mêmes acteurs dont l'action, sous l'égide du Président de la République, a fait de la France le pays d'Europe qui attire le plus d'investissements étrangers et d'entreprises étrangères sur son territoire. Or, attirer l'investissement en France, c'est y permettre à la fois la réindustrialisation et la transformation, notamment numérique, de notre économie et la baisse du chômage. Voilà exactement ce qui est attendu de la part de l'État et du gouvernement, et nous devons continuer de faire au mieux pour attirer ces investissements et créer ces emplois, en s'assurant bien sûr que notre cadre législatif, réglementaire ou fiscal, soit respecté au pied de la lettre. À ce sujet, je tiens aujourd'hui à profiter de cette allocution pour déplorer publiquement les polémiques qui instrumentalisent la volonté de cession par Sanofi d'une participation minoritaire dans sa filiale Opella. Une cession qui permettrait à l'entreprise de libérer des milliards d'euros de capital et de réaffecter ceux-ci vers des investissements stratégiques. Jusqu'à preuve du contraire, Sanofi est une entreprise privée. Il existe en France un principe de la libre administration des entreprises et l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen affirme que, je cite, « la propriété est un droit inviolable et sacré ». Les procédures d'encadrement des investissements étrangers dans nos secteurs stratégiques doivent être respectées et les garanties obtenues, bien évidemment, mais ce n'est pas en stigmatisant un investisseur américain et en menaçant de nationaliser Sanofi ou sa filiale que nous allons pérenniser l'attractivité de la France ou créer des champions européens. Je suggère donc une modération collective des propos contre les chefs d'entreprise, le capital, les investisseurs en général, des propos qui ne contribuent qu'à une chose, donner des envies d'ailleurs à ces investisseurs étrangers et à nos créateurs d'entreprises. Bref, à tous ceux qui prennent des risques et qui créent ou qui maintiennent des emplois en France. Dans le cas contraire, ils finiront, comme souvent, par aller le faire ailleurs. Par exemple, dans ma circonscription, à Barcelone, à quelques centaines de kilomètres, mais là où ils payeront sans doute plus d'impôts qu'en France, mais où ils ne se sentiront ni vilipendés, ni menacés pour leur volonté de création de valeur. Merci. Merci Madame la rapporteure. Oui, merci Monsieur le député. Et j'ai bien entendu votre témoignage sur Sanofi également. Je voudrais revenir plutôt sur votre question qui porte sur le projet de fusion d'Atout France et de Business France. Beaucoup de personnes m'ont interpellée sur ce sujet ces derniers jours, mais je voudrais être très claire là-dessus. En ce qui concerne ce projet de fusion, je n'ai pas plus d'informations que vous à date. Business France n'a pas évoqué le sujet avec nous lors des auditions, pas davantage non plus dans sa réponse écrite qu'on lui a demandé. Ce projet a été évoqué dans le cadre du discours de politique générale du Premier ministre, mais il n'est mentionné dans aucun document à date du projet de loi de finances, ni dans aucun texte officiel. En tout état de cause, si ce projet venait à se concrétiser, il faudrait une loi pour le faire, car le statut d'Atout France est dans la loi, et cela ne pourrait pas se faire a priori avant le prochain projet de loi de finances, donc projet de loi de finances 2026, au plus tôt. Je vous remercie. Merci Madame la rapporteure pour ces précisions. Alors pour le groupe LFI, Alma Dufour. Oui, merci Madame la Présidente, merci Madame la rapporteure. Donc,
Décidément, Emmanuel Macron s'est surpassé en termes de record économique, en termes de médaille d'or des catastrophes. Nous avons donc battu le record de pauvreté des Français, le record des faillites de TPE, le record de déficit sur les comptes publics, mais aussi le record du déficit commercial. Alors dans ce domaine, effectivement, l'année 2023 nous valait une médaille d'argent avec 99 milliards d'euros. C'était le deuxième déficit le plus élevé de notre histoire. Nous ne pouvons nous satisfaire de la légère réduction que vous avez présentée par rapport au premier semestre 2024. Et nous rappelons que la médaille d'or avait été obtenue en 2022 avec un déficit commercial de 164 milliards d'euros. Alors rassurons-nous, si le déficit baisse, c'est que le gouvernement n'y est pas vraiment pour grand-chose, c'est surtout l'effet du retour en fonction des réacteurs nucléaires et de la baisse du pétrole, donc de la baisse de notre déficit commercial abyssal en matière d'énergie. Je vous laisse donc deviner ce qu'il adviendra de notre balance commerciale en cas de reprise de la crise énergétique suite à la généralisation du conflit au Proche-Orient. Crise contre laquelle alertait déjà la Banque mondiale à l'automne dernier et dont les impacts pourraient être bien pires que ceux qui ont suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais qui ne semblent toujours pas inquiéter en haut lieu notre gouvernement. Un tel bilan en matière commerciale doit faire mal car effectivement, depuis le 2017, le macronisme a tout sacrifié pour la compétitivité des grandes entreprises, décrochage des salaires par rapport à l'inflation, baisse sans précédent des impôts des grands groupes, 170 milliards d'aides sociales et fiscales, record d'Europe des dividendes, plus 15% de licenciements économiques en 2024, refus de mesures protectionnistes élémentaires, sacrifice des droits de l'homme sur l'autel de l'exportation d'armes. Tous ces efforts pour rester un des pires déficits commerciaux d'Europe. La France est 22e sur 27 en matière d'emploi industriel rapporté à l'emploi total. L'état du déficit commercial après 7 ans d'Emmanuel Macron est la preuve définitive que l'ultralibéralisme est une impasse. Nous sommes déficitaires quasiment partout, selon le Haut Commissariat au Plan. Sur 9 781 produits étudiés, les 2 tiers sont en déficit commercial en 2022. Concernant l'énergie, on l'a dit, le principal gouffre commercial, l'obstination à ne pas investir dans la transition écologique nuit gravement à la planète, mais aussi à nos finances publiques. Nous aurions par exemple économisé 9 milliards d'euros d'importation de gaz en 2022 si les engagements sur le développement des renouvelables avaient été tenus. Concernant l'automobile, pendant des années, nous avons refusé les barrières douanières par peur de rétorsion de la Chine et sous la pression de l'Allemagne. Résultat, la France est le pays de l'Union européenne qui s'est le plus désindustrialisé dans ce domaine. Nous avons perdu 114 000 emplois en 15 ans, 70 000 emplois sont encore menacés et 3 000 emplois sont supprimés cette année dans la sous-traitance automobile. Le déficit commercial atteint 24 milliards d'euros dans le secteur. Nous n'avons cessé de vous alerter sur le besoin d'agir rapidement pour contraindre les constructeurs à développer des véhicules électriques, légers et abordables made in France. Mais alors que ces véhicules made in France ne se vendent pas, vous avez décidé de plomber encore la consommation en baissant les aides à l'achat. Agriculture, peu de gens le savent, mais nous serions déficitaires si nous n'exportions pas de l'alcool dans le monde entier. La poursuite des accords de libre-échange en cours, dont celui avec le Mercosur, et la baisse du soutien à l'agriculture ne risquent pas d'arranger cette situation. Enfin, plus de 3 000 médicaments sont en situation de pénurie. La France dépend à hauteur de 60 à 80% des importations dans le secteur de la santé. Mais vous persistez et vous signez, puisqu'au lieu de chercher à nous rendre moins dépendants, vous avez refusé les objectifs de relocalisation que nous proposions lors de la loi Industrie verte. Alors que l'environnement géopolitique est particulièrement tendu, vous n'avez rien appris de la période Covid et vous rendez la France toujours plus vulnérable aux prochaines crises. Dernier exemple, et ça a été mentionné par mon collègue Vogetta, vous laissez le Doliprane passer sous pavillon américain. En cas de délocalisation, les Français ne pourront même plus soigner le mal de crâne que le bilan économique d'Emmanuel Macron leur laisse. Merci. Alors, je suis désolée. Vous avez 4 secondes. Moi, ce que je vous propose, c'est plutôt de garder votre réponse à la fin, puisque vous aurez de toute façon un temps de réponse aussi long que vous le souhaitez à la fin des interventions. Ça vous va? Mais je suggère de garder la règle. Je suis désolée, mais des 4 minutes. Alors, 4 secondes, allez-y. Tout simplement que je regrette de ne pas pouvoir répondre à votre question en n'ayant pas le temps, Madame la députée. Et donc, je vous laisserai tout le temps que vous souhaitez à la fin de toutes les interventions de groupe et questions individuelles. Je passe maintenant la parole pour le groupe socialiste à Madame Valérie Rossi. Madame la présidente, Madame la rapporteure, chers collègues, mon groupe regrette la tonalité de votre rapport qui accepte sans sourciller une réduction de 10% du budget de Business France au titre de l'effort d'économie qui serait à réaliser pour faire face à la situation budgétaire catastrophique à laquelle vous avez vous-même contribué en votant l'ensemble des budgets précédents. Cette réduction, vous dites qu'elle est compréhensible pour vous, pour nous, elle ne l'est pas.
Des budgets qui ont entraîné 62 milliards d'euros de cadeaux fiscaux aux plus riches et aux grandes entreprises sans impact sur la croissance, la création d'emplois ou les salaires. Dès lors, avec votre refus de revenir sur ces mesures, il ne faut pas s'étonner de la saignée portée dans ce budget sur les dépenses. Ce ne sont pas ces 10 millions d'euros, soit 0,025% du total d'économies à trouver, qui permettront d'atteindre vos objectifs budgétaires. En revanche, c'est un affaiblissement à contretemps d'un opérateur majeur en période de concurrence internationale accrue et de plus en plus sauvage. Avec l'offensive de la Chine sur les véhicules électriques et les énergies renouvelables ou l'Inflation Reduction Act des États-Unis, se joue une bataille majeure pour attirer des investissements et trouver des nouveaux marchés. Alors que nous n'avons plus certains avantages compétitifs, comme un prix bas de l'énergie, et face au retard structurel de la France sur la robotisation, la digitalisation et désormais l'IA, c'est d'une mise sous stéroïdes de Business France et de BPI dont nous avons besoin et non de l'inverse. À minima, ces structures doivent être préservées à leur niveau de 2024 et nous le proposerons. Madame la rapporteure, soutiendrez-vous ces amendements? À défaut, nous nous opposerons aux crédits relevant du rapport. Nous vous suivons cependant sur un point, sur votre proposition de mieux cibler le crédit d'impôt recherche et de le mettre sous condition. Après avoir toujours voté contre, il est intéressant de vous voir enfin considérer le sujet. Depuis 2018, nous portons cette conditionnalité des crédits d'impôt en matière environnementale, sociétale et de retour au territoire, un sujet majeur dans le contexte des annonces de Sanofi. Pouvez-vous nous préciser votre vision sur ce dernier point? Je vous en remercie. Merci, Madame la rapporteure. Pardon, Madame Rossi, il faut éteindre, s'il vous plaît, votre micro. Merci, Madame la députée. J'aimerais répondre à votre interpellation qui dit on accepte sans sourciller. Non, pas du tout. C'est pas du tout sans sourciller. C'est de dire, et moi j'y crois profondément, que dans un contexte budgétaire qui est difficile, tout le monde doit faire des efforts. Bien sûr, moi je préférerais même vous dire qu'on fait des augmentations de crédit. Très bien, allons-y, faisons-le, dépensons sans compter et continuons. Non, moi je suis attachée bien sûr à toutes les problématiques d'attractivité de notre pays et c'est pas de gaieté de cœur qu'on le fait. C'est juste que nous avons eu des auditions, que nous avons échangé avec les acteurs et que dans le contexte que nous avons, leur première préoccupation, c'était de dire, plutôt que de voter des crédits tels que ça a été fait l'an dernier et au mois de février, d'avoir des décrets d'annulation de crédit, on préfère avoir des cadres fixes, c'est d'ailleurs une des premières propositions que je formule dans le rapport, et cela nous permet de nous organiser. Ça, c'est le premier point. Ensuite, sur le crédit d'impôt recherche, il y a plusieurs éléments dans le rapport et plusieurs propositions qui sont formulées. Effectivement, encore une fois, compte tenu du contexte dans lequel nous nous trouvons, nous pouvons envisager d'avoir des aménagements sur la conditionnalité du crédit impôt recherche, par exemple. Et on va plus loin. Vous mentionniez le fait que j'accepte sans sourciller. Bien, par exemple, pour le crédit d'impôt innovation, non, je n'accepte pas sans sourciller. Je dis que nous pouvons le maintenir et à défaut, sur d'autres dépenses telles que les veilles technologiques, je pense qu'on pourrait les diminuer, voire les arrêter, parce que rembourser des billets d'avion pour aller sur des salons internationaux, rembourser des billets de train, assurer des prises en charge de revues, de magazines, etc., je pense qu'il y a d'autres priorités. Donc c'est une réflexion très poussée que nous avons eue avec les acteurs là-dessus. Et sur votre amendement, je répondrai au moment des amendements, si vous voulez bien. Merci, Madame la rapporteure. Voilà, je précise la règle, en tout cas, qu'on s'était donnée depuis plusieurs mois dans cette commission, qui est qu'il y a 4 minutes pour à la fois l'oratrice ou l'orateur de groupe et la réponse de la rapporteure. Et donc, si l'on veut que la rapporteure puisse répondre, évidemment, il faut faire moins de 4 minutes. Donc, pour le groupe DR, Monsieur Guillaume Lepers. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la rapporteure. Même si vous soulignez dans votre rapport l'amélioration du solde de nos échanges commerciaux en 2023, porté par une légère diminution des importations, la balance commerciale de la France est déficitaire depuis maintenant 20 ans. Cette situation doit collectivement nous interroger, car la conjoncture n'est pas seule responsable de ce défaut de compétitivité sur les marchés étrangers. Nous subissons aussi des handicaps structurels. En premier lieu, bien sûr, une désindustrialisation continue qui a détruit l'économie de nombreux territoires. Dans ma circonscription, nous l'avons hélas connu à Fumel, avec la métallurgie délocalisée en Espagne dans les années 70 et l'industrie du parquet partie en Chine il y a 10 ans à peine. Ce phénomène continue et nous ne parvenons pas à l'endiguer.
Il y a également la question des normes fiscales, sociales, environnementales, dont le poids disproportionné par rapport à nos partenaires écrase lourdement nos entreprises. N'oublions pas que notre pays est le seul en Europe à rajouter des normes sur les normes européennes. Cette situation pénalise nos entreprises, en particulier des PME, qui n'ont ni la même agilité, ni les mêmes ressources que les grands groupes. Et je pense aussi au monde agricole, qui a d'ailleurs placé la simplification administrative au premier rang de ses revendications. Face à la dégradation des comptes publics, il est légitime de chercher partout des pistes d'économie. Il faut cependant garder à l'esprit que dépenser pour le commerce extérieur, c'est investir pour la croissance future. Je souhaiterais revenir sur votre constat important d'un manque de lisibilité de la mission French Tech, dont les programmes d'accompagnement aux start-up apparaissent redondants. Je voudrais ajouter que plus largement, toutes les entreprises subissent cette complexité avec une multiplication des interlocuteurs et des dispositifs. Cela épuise les meilleures volontés et génère des dépenses inutiles tant pour les entreprises que pour les finances publiques. Aussi, au-delà de la mission French Tech, avez-vous identifié des opportunités de rationalisation des différents programmes de soutien au développement international des PME et des ETI ? L'internationalisation est en effet une étape cruciale pour les entreprises et beaucoup, faute d'un accompagnement efficient, ratent cette marche et voient leur équilibre fragilisé. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure. Oui, merci, monsieur le député. Merci beaucoup, monsieur le député, pour votre intervention. Je voudrais juste quand même rappeler quelque chose qui ressort à plusieurs reprises sur notre balance commerciale qui est déficitaire. Attention, la balance commerciale, c'est les biens et les services, eux, sont excédentaires. C'est la balance des biens. Et si on est aussi déficitaire, c'est aussi lié à l'évolution de notre économie. Aujourd'hui, on est une économie qui est bien davantage tournée vers les services. Je pense qu'il faut aussi qu'on l'ait à l'esprit dans le cadre de nos travaux. Ensuite, vous avez évoqué plusieurs choses, mais notamment à la fin sur les programmes qui sont redondants, et je voudrais revenir dessus. Je voudrais vous donner un exemple. Par exemple, nous avons le programme qui s'appelle Next 40-120, ou en anglais, si vous voulez le traduire, et French Tech 2030. L'un a été créé en 2019, le premier, l'autre en 2023. Le premier porte sur une durée d'accompagnement d'1 an, le deuxième sur une durée de 2 ans. Premier nombre d'entreprises accompagnées 120, l'autre 125. Quand vous lisez la description officielle des objectifs et du contenu de ces missions, elles sont quasi identiques. Typiquement, je pense que c'est un programme qui pourrait être plus rationalisé, plus fusionné. Et dans le rapport, j'en développe plusieurs autres, des exemples, et on peut tout à fait poursuivre, mais je ne pense pas que j'ai suffisamment de temps pour tous vous les lire. Mais en tout cas, ils sont bien identifiés et ils seront naturellement transmis aux services concernés après cette mission pour voir comment on pourrait faire grandir le sujet. Merci. Alors, pour le groupe démocrate, Monsieur Pascal Lecamp. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, chers collègues. Alors, en préambule, et pour des raisons de transparence avec vous tous, ceux qui ne le savent pas déjà, je précise que je suis en disponibilité de Business France, l'opérateur principal du commerce extérieur, où j'ai effectué la plus grande partie de ma carrière. Donc voilà, je vais éviter de me prononcer directement sur les baisses de crédit, mais je n'en pense pas moins et je soutiens certaines choses qui ont été avancées. Ensuite, je tiens à remercier tout particulièrement ma collègue Louise Morel, rapporteure, pour ce rapport particulièrement intéressant que j'ai pu lire cette nuit, quasiment, dans des délais contraints, qui interroge notre politique publique de soutien à l'export, en particulier dans les domaines innovants et du numérique. Alors, l'éléphant dans la pièce de cette mission budgétaire, on l'évoquera également dans le cadre de la mission de tourisme juste après, c'est la fusion entre Business France et Atout France, annoncée par le Premier ministre, et elle ne se lit pas réellement dans les lignes du PLF. Donc le gouvernement, j'espère, nous éclairera en séance sur les conséquences budgétaires, dans un sens ou dans l'autre, qu'on peut attendre de cette fusion et des différentes allocations, parce que je rappelle que l'essentiel de l'activité, c'est peut-être pas le lieu ici d'Atout France, c'est du financement de conseils régionaux, des comités de tourisme, alors que l'activité de Business France, c'est un EPIC d'État qui est financé, on le voit ici, sur les fonds du budget du commerce extérieur. Donc je rejoins Madame la rapporteure sur la question de la stabilité des financements et la visibilité que l'on doit donner aux acteurs dont BPI France et Business France. Comment pensez-vous, à votre niveau
du rapport que vous venez d'effectuer que cette baisse des crédits de 10-11 millions d'euros, donc de plus de 10% de la dotation annuelle de Business France, risque d'impacter ce qu'on a créé il y a quelques années, la Team France Export, dont elle est un membre stratégique, un membre clé, sans conséquence et sur son efficacité et sur le fonctionnement avec ses partenaires. J'ai vraiment vécu ça de l'intérieur, donc il y a vraiment un sujet là-dessus. Et j'aimerais voir comment vous anticipez cela. Et pour revenir sur vos propositions, comment pourrait-on, selon vous, réformer le Conseil de l'innovation pour en faire une sorte de DARPA à la française, alors l'organisme de recherche de défense américaine? C'est un débat récurrent, mais quelles propositions pour améliorer la performance du CIR, Crédit Impôt Recherche, ça a été dit un peu avant? Quelles suggestions ressortent de vos investigations? Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure. Oui, merci Monsieur le député pour vos questions. Sur la première qui concerne la baisse des crédits qui sont alloués à Business France, je voudrais rappeler que Business France a pu anticiper cette baisse de la subvention qui intervient de manière moins brusque, et je le rappelle encore une fois que l'annulation des crédits en février. L'opérateur nous a bien confirmé qu'il allait participer aux efforts demandés et que Business France pourra s'adapter. Alors ce sera peut-être les entreprises partenaires qui subiront l'ajustement, ce sera à préciser. En revanche, ce que demande Business France, et je le partage avec vous, et c'est déjà ce que recommandait le rapport pour avis l'an dernier, c'est que les crédits soient plus stables et respectent une trajectoire pluriannuelle. Ensuite, sur vos propositions qui sont relatives au Conseil de l'innovation pour en faire une sorte de DARPA française. Je crois qu'il faut vraiment s'inspirer de la DARPA américaine qui a fait ses preuves, et cela depuis plus d'un demi-siècle. La difficulté aujourd'hui du Conseil européen de l'innovation, c'est qu'il s'insère pleinement dans le cadre communautaire, avec les contraintes que cela implique, la dépendance à l'égard de la Commission européenne, l'absence de la dimension duale. À cet égard, la DARPA, à l'inverse justement du département la DARPA dépend du département de la défense, et les technologies développées ont d'abord une application militaire, ce qui n'est pas le cas justement du Conseil européen de l'innovation. Et donc pour aller plus loin sans être freiné par la Commission et par les États membres qui ne souhaitent pas investir dans l'innovation, je pense qu'il faudrait que le Conseil européen de l'innovation fonctionne davantage de manière intergouvernementale, que les États membres puissent participer sur la base du volontariat, et dans la même logique, on pourrait aussi inclure des États européens non membres de l'Union européenne, par exemple. Et sur votre dernière question, j'y reviendrai dans le temps à la fin. Merci beaucoup. Je sais que l'exercice est difficile. Pour le groupe Lyot, Monsieur Harold Duvart. Merci, Madame la Présidente. Madame la rapporteure, mes chers collègues, moi je voudrais alors rappeler que s'agissant du commerce extérieur, donc les chiffres n'ont cessé de se dégrader depuis un pic en 2000 sous le gouvernement Jospin, que les moteurs de cette dégradation, comme ça a été indiqué, ont toujours été la désindustrialisation du pays. Moi j'ai la chance d'être élu d'un département l'Eure-et-Loire qui présente un excédent commercial de plus de 500 millions d'euros, et on le voit à chaque fois, c'est l'industrie qui porte les excédents, qui porte l'exportation, et c'est cette économie productive qui tire en avant non seulement la balance des paiements, la création de richesses, mais tout le cycle d'investissement qui va avec. Donc le combat pour la réindustrialisation, il est fondamental, mais s'il y a bien une réalité sur laquelle je me permets d'attirer votre attention tout en saluant votre rapport, c'est que nos entreprises, pour pouvoir exporter et contribuer à rééquilibrer la balance des paiements, la balance des biens et services et l'excédent commercial ont besoin d'être accompagnés. Il y a encore, et tous les chiffres le montrent, trop peu de PME, trop peu d'ETI qui osent franchir le pas, qui se restreignent sur des marchés qui sont déjà mûrs, qui sont déjà saturés et qui n'osent pas aller sur des marchés en expansion. Et pour ça, nous avons besoin d'un accompagnement spécifique. Ça pose la question du rôle de Business France, ça pose la question de la fusion ou du rapprochement avec Atout France. Vous nous avez dit que Atout France, nous n'avions pas beaucoup d'éléments sur ce rapprochement. J'ai la faiblesse d'avoir été administrateur de Bercy dans mes jeunes années. C'est une idée vieille comme le monde, portée par des rapports constants de l'Inspection générale des finances depuis au moins 15 ans, et qui vise à faire d'Atout France une réserve de moyens, de crédit et de TP pour essayer de recentrer ces moyens et de pallier la baisse de Business France. Donc moi, je voudrais attirer votre attention sur un problème de cohérence.
quand on baisse de 10 millions d'euros après avoir gelé 5 millions de crédits la dotation de Business France, quand on annonce le rapprochement de Business France et d'Atout France, et que par ailleurs on ponctionne de 40% les taxes affectées des CCI, on a à la fin toujours le même résultat. On l'avait vécu en 2018-2019, et à l'époque j'étais vice-président de région à l'économie chez moi. On a toujours un résultat, c'est que les coupes de crédit se font sur l'accompagnement des entreprises à l'exportation. Et donc toutes les bonnes intentions du gouvernement, tout le discours qui est d'ailleurs assez pertinent de dire que la bataille de l'exportation se joue dans nos territoires en partenariat avec les régions, à la fin se traduisent par un résultat qui est budgétaire, c'est qu'on supprime des postes en France pour l'accompagnement des PME, des ETI vers l'exportation, et donc on sabote nous-mêmes, et l'État sabote lui-même les objectifs qu'il affiche. Donc j'attire votre attention sur ce point. Je ne suis pas contre l'idée de baisser les crédits de ces agences, chacun doit participer à l'effort. En revanche, ces baisses de crédits qui sont annoncées dans un PLF à l'occasion de cet automne budgétaire ne doivent pas, du coup, nous obligent à avoir un dialogue de gestion avec Business France, avec l'ensemble des partenaires, mais aussi avec les régions, parce que le résultat, c'est que l'État va se défausser sur les régions de notre politique touristique à travers la réduction d'Atout France et de notre politique d'export à travers la politique de Business France, et que donc il faut s'assurer, y compris avec les CCI, que quand des crédits sont réduits, ça ne se fasse pas au détriment du guichet, de l'exportation et de l'accompagnement sur le terrain. Merci beaucoup. Madame la rapporteure. Merci, monsieur le député. On sent, en vous entendant, votre attachement sincère à tous ces sujets. Il n'y avait pas vraiment de questions, mais les points sont bien pris. Je voudrais quand même aussi rappeler la difficulté de l'exercice qui a été le nôtre. Naturellement, on a lu les interrogations, il y avait peut-être quelques articles, quelques interpellations de collègues. Mais ce qui est difficile, c'est que dans le cadre des documents budgétaires que l'on a examinés, lorsque les lignes n'apparaissent pas très clairement, on ne peut pas les commenter davantage. Je n'ai pas le projet. Donc, naturellement, c'est une interrogation et je pense qu'elle pourra faire l'objet du prochain rapport l'an prochain, qui sera important. Si cela est confirmé pour 2026, alors il faudra que notre commission puisse s'en saisir. Merci beaucoup. Alors, on arrive au groupe GDR avec monsieur André Chassaigne. Merci Madame la Présidente. Madame la rapporteure, votre rapport porte sur l'attractivité, internationalisation des filières françaises du numérique. Je dirais pas que c'est pour moi un domaine de prédilection. Mais enfin, ce choix, vous l'avez fait. Je ne mets pas en doute l'attractivité de ce secteur qui concerne effectivement l'économie des services. C'est quand même assez révélateur de l'abandon de la France de tout développement industriel, où on considère que la priorité aujourd'hui, c'est les services, les services, les services. C'est une remarque que je voulais faire. D'autres sujets auraient pu être plus opportun, mais enfin, vous êtes libre du choix, comme tout rapporteur, notamment la nature même des accords de libre-échange. Je crois que c'est un sujet d'importance, mais ce sujet aurait pu conduire à une analyse plus critique, impliquant, sans doute, de dégager des moyens de contrôle, donc des dépenses. Et comme on a pu constater que vous faites plutôt le parti pris de ne pas étriller le budget qui nous est proposé, je pense que c'est un sujet que vous n'avez pas forcément vous n'auriez pas eu intérêt à privilégier. Alors moi, j'aurais voulu revenir sur une réalité occultée par toutes les analyses que l'on fait sur notre commerce extérieur. C'est notre dépendance inacceptable à des décisions qui sont prises par les États-Unis, et je pense en particulier au blocus unilatéral imposé par les États-Unis pour asphyxier l'économie cubaine et appauvrir, voire affamer sa population. Et la France, au lieu, dans le cadre de sa politique commerce extérieure, de réagir, d'être à l'offensive, elle laisse faire. Elle laisse faire dans un silence absolument terrible, puisque depuis 2021, depuis 3 ans, la commission mixte économique bilatérale franco-cubaine ne s'est pas réunie. C'est quand même assez révélateur, d'autant plus qu'il y a un excellent travail qui est fait par l'Agence française de développement, qui est dans ce cas-là, comme dans beaucoup d'autres, un relais des échanges économiques. Ce travail, malheureusement, aujourd'hui est mis en difficulté, et on constate que, notamment à l'ambassade de France à Cuba, Business France a plutôt tendance à freiner qu'à favoriser les échanges commerciaux. Merci, Madame la rapporteure.
Oui, merci beaucoup pour votre interpellation. Je voudrais vous rappeler, Monsieur le Président Chassaigne, très sincèrement, c'est pas parce qu'on fait le choix d'étudier un domaine du numérique qu'on est contre les biens et l'autre et cet autre aspect. D'ailleurs, je voudrais vous dire aussi qu'il y a toujours une base industrielle dans l'économie des services. À cet égard, j'en parle dans le rapport à travers les PIEC, les projets d'intérêt commun européens, notamment sur, par exemple, les puces qui peuvent exister, les semi-conducteurs, et tout un tas d'autres domaines qui sont liés et qui visent justement à relocaliser la production et les chaînes de valeur dans un objectif d'autonomie stratégique européenne. Donc les deux ne sont pas en opposition. Ensuite, vous m'avez interpellé également sur le budget. Moi, je voudrais dire, on peut dire que la question, c'est de dépenser plus, de rester au même niveau. Moi, je pense que dans ces rapports, l'objectif, et c'est ce que j'essaie de faire à travers les recommandations, c'est de dire quelle est l'efficience de la dépense de l'autre côté. C'est pour ça qu'on propose des améliorations dans le crédit d'impôt innovation, dans le crédit d'impôt recherche. Et enfin, je prends bonne note des sujets franco-cubains. Je dois reconnaître que je ne suis pas une experte de ce domaine-là, mais avec plaisir pour en rediscuter s'il le faut. En tout cas, c'est une grande question. Ce blocus. Donc, est-ce qu'il y a des questions individuelles? Et ensuite, je vous passe la parole plus longuement pour répondre à plusieurs interventions, d'ailleurs, pour lesquelles vous n'avez pas forcément eu tout le temps que vous souhaitiez. Est-ce qu'il y a des questions individuelles? Monsieur Pascal Lecamp. Encore une fois, bon, vous savez d'où je viens, mais je voudrais prendre des chiffres un petit peu en valeur absolue qui parlent quand même. Entre 2017 et 2014, si on prend le budget proposé dans ce budget sur Business France, c'est exactement le même. Donc c'est zéro. Ce que je veux dire, c'est que ça fait des années que Business France fait preuve d'une rigueur de gestion à laquelle j'ai participé et on a subi des pressions tous les ans. Et pourquoi pas? Aujourd'hui, et ça a été dit, on commence à réindustrialiser. On a de plus en plus de produits à exporter, de plus en plus de PME à accompagner. C'est au moment où on réindustrialise et on a besoin de ce soutien aux entreprises qu'on réduirait les budgets. Business France, vous l'avez dit, Mme la rapporteure, est d'accord pour faire l'effort comme les autres. Donc mais je pense qu'à hauteur de 10 millions, c'est très élevé. Quand ils ont dit qu'ils pensaient, enfin moi j'étais pas à l'audition, ils pensaient sans doute 5, 6, enfin la moitié, mais ce montant, 10% du total, il faut penser que ce sont essentiellement 1500 personnes qui sont des gens dans tous les pays du monde qui dépendent de coûts, de loyers, de salaires différents d'un pays à l'autre. Je sais que c'est une minute. Donc ces chiffres-là, on est passé de 110 à 150 000 exportateurs dans la même période. On a 13 500 personnes accompagnées. Ça génère 3 milliards de plus d'exportations l'année dernière. Est-ce qu'à ce moment de tension internationale et challenging dans le monde entier, c'est pas le moment de ne pas baisser le pavillon pour soutenir les PME françaises? Merci, cher collègue. Puis je pense qu'on va y revenir parce qu'il se trouve qu'il y a un amendement qui porte précisément là-dessus juste après. Madame la rapporteure, et puis ensuite, justement, nous aborderons le premier amendement. Enfin, le seul, d'ailleurs. Oui, comme il y a un seul amendement, je me permets de répondre à votre interpellation d'avant, la dernière partie qui concernait le crédit d'impôt recherche sur laquelle je n'avais pas pu répondre. Crédit d'impôt recherche, c'est quand même la fierté française par excellence sur le domaine de notre attractivité dans les questions que l'on se pose aujourd'hui. Je crois qu'on peut rappeler qu'il fonctionne très bien, qu'il produit des résultats, et c'est la raison pour laquelle, de manière très claire, moi je suis absolument favorable à son maintien. C'est quand même le dispositif par excellence, donc là-dessus on ne revient pas. Sur les économies plus globales ou les dispositifs d'amélioration, je voudrais quand même qu'il n'y ait pas d'incompréhension. On est tous très attachés à ces 10 millions d'euros. Mais dans le reste du rapport, il y a tout un tas d'autres dispositifs qui sont étudiés. Je veux dire, on n'est pas en train de se dire, est-ce que oui ou non, c'est uniquement bien ces 10 millions d'euros? Ce n'est pas 10 millions d'euros pour 10 millions d'euros. Moi, ce que je propose, c'est de dire, est-ce qu'on peut rester à périmètre constant en acceptant une légère baisse compte tenu du contexte actuel, mais de l'autre côté, laisser intact le crédit d'impôt innovation, renforcer le programme Je choisis la French Tech, faire en sorte qu'on ait une vraie réflexion sur la multiplicité des missions des programmes Mission French Tech, aller au bout de la réforme de l'IR-PME, assortir le dispositif TIBI d'un appareil normatif pour garantir l'affectation d'une part des investissements des investisseurs institutionnels au capital risque, etc. Donc c'est aussi dans cette vue d'ensemble, je crois qu'il faut prendre ce sujet-là, parce que l'idée, bien sûr, c'est pas d'attaquer notre attractivité et la politique de notre pays dans ce domaine-là, mais c'est plutôt de la rendre tout aussi efficace et au contraire de la
musclé. Je voudrais quand même le rappeler pour être très clair là-dessus. Je ne suis pas opposée au développement international des entreprises de notre pays. Merci beaucoup. En fait, si ça vous va, chers collègues, mais on peut prendre deux questions de la même personne? Oui, allez. Monsieur Pascal Lecamp. C'est pas souvent que je demande 2 questions, mais non, mais allez-y. On a parlé que d'export. Parlons aussi d'investissement direct étranger. Ça fait 4 ans consécutifs qu'on est le premier pays destinataire d'IDE en Europe. Et c'est parce que l'activité de Business France, c'est certes historiquement d'accompagner les PME à l'export, mais c'est depuis la fusion avec Invest in France le boulot de faire venir des capitaux étrangers en France. La seule chose que je veux dire, et là je vais parler en bon, pas démocrate, mais en vrai centriste, c'est pas qu'il ne faut pas qu'ils fassent l'effort, ils sont prêts à le faire. Et je pense qu'il faut que tout le monde participe. Mais entre 0 et 10 millions, sur une dotation de 100, je pense qu'on peut mettre en risque certaines activités qui font partie des réussites qu'on a eues depuis 2017. Attention, c'est tout ce que je veux dire. Merci. Moi, je précise que d'habitude, la règle, c'est une question individuelle, maximum par personne. Bon, il se trouve que là, on a un peu de temps parce que on a un seul amendement et que vous étiez le seul à poser des questions, Monsieur Pascal Lecamp. Et ça nourrit tout à fait le débat. Alors justement, on arrive maintenant au seul amendement, mais qui a un lien particulier avec ce que vous venez de dire. Sur cet avis commerce extérieur, article 42 état B, l'amendement numéro 19 de Madame Thomain, qui est présenté par Madame Rossi. Oui, alors au risque de me répéter, face à la concurrence agressive de la Chine et l'Inflation Reduction Act des États-Unis, il semble totalement inopportun et pour nous incompréhensible que Business France n'ait pas les moyens de lutter. À cet égard, la réduction de 10 millions d'euros de la subvention octroyée à Business France apparaît à contretemps et nous proposons donc d'y revenir. En toute logique, notre amendement vise donc à ne pas pénaliser le soutien à l'internationalisation de notre économie en rehaussant les crédits alloués à Business France à leur niveau du PLF 2024, soit un effort supplémentaire de 10 millions d'euros. Je vous laisse réagir, Madame la rapporteure. Oui, moi je voudrais réagir, Madame la députée, en disant derrière tout cela, attention à la crédibilité de notre Assemblée. L'an dernier, oui, dans le PLF 2024, il y avait ces 10 millions d'euros en plus. Et en février, il y a eu 5 millions d'euros en moins. Donc on peut tous voter 10 millions d'euros en plus. Mais ce n'est pas ce qui est demandé par les opérateurs de Business France. C'est de dire, on a besoin d'être rassuré, qu'ensuite c'est exécuté et qu'on n'annule pas les crédits. Donc nous, ce qu'on a pu constater lors des auditions, c'est qu'ils y sont prêts, qu'ils sont prêts à ces efforts. C'est ce qui nous a été dit. Donc moi, je demanderai une demande de retrait à votre amendement, mais naturellement, notre commission est souveraine en la matière. Madame Rossi, est-ce que vous souhaitez maintenir ou retirer cet amendement? Je le maintiens. Il est maintenu. Monsieur René Pilato. Merci, Madame la Présidente. Vous dites qu'on doit passer pour des gens sérieux. Je ne doute pas une seconde que nous passons pour des gens sérieux, puisque le NFP vous a proposé 50 milliards de rentrées fiscales qui sont totalement à l'opposé de ce qui se fait depuis 7 ans. Donc à partir de là, nous soutiendrons bien entendu les moyens qu'il faut pour que nos entreprises soient compétitives. Merci. Monsieur André Chassaigne. Oui, c'est pour faire une observation. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la diplomatie parlementaire. On a des groupes d'amitié. On est amené à conduire des missions. On est reçu dans des ambassades de différents États. On a aussi des missions d'information qui nous amènent à nous déplacer. Chaque fois, je dis bien chaque fois, le même constat nous est fait. Nos ambassades ne bénéficient pas, n'ont pas suffisamment de personnes pour le développement économique, pour les échanges internationaux. Ça nous revient systématiquement. Et chaque fois, on nous compare à d'autres qui mettent beaucoup plus de monde sur le terrain. Et je crois que là, véritablement, il y a une urgence à accorder les moyens qui sont demandés, à accorder des moyens supplémentaires. Merci. Monsieur Pascal Lecamp. Oui, d'abord, je me déporterai du vote pour des raisons que vous aurez bien compris. Mais je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a sans doute entre l'opérateur qui est prêt à faire un effort, c'est-à-dire pas rester au niveau qu'il a et baisser sa dotation, comme il l'a dit en audition, si je reprends les termes de notre rapporteur, et prendre plus de 10% de sa dotation. Moi, je verrais très bien un amendement à 5 millions. Enfin, je ne veux pas faire le marchand de tapis ici, mais ça répondrait à la fois à la demande de l'opérateur et à ce qu'on souhaite, nous, montrer comme signe pour le soutien aux entreprises. Et je me garderai bien de voter, vous comprendrez pourquoi. Moi, je vote l'éducation nationale et j'ai des principales de collège.
Bien, c'est votre choix. Alors attendez, est-ce qu'il y a encore des réactions ou est-ce que je peux laisser Madame la rapporteure réagir? Donc je vous passe la parole, Madame la rapporteure. Je voulais juste rappeler qu'en ce qui concerne les moyens des ambassades... Attendez, il n'y a pas le micro. Ouais. Je voulais juste rappeler qu'en ce qui concerne les moyens des ambassades, c'est pas compris dans le cadre de ce programme. C'est un autre programme, mais ce n'est pas celui-ci. Donc ce qu'on vote là, c'est pas les moyens des ambassades et des services économiques. Bien, je vous propose que maintenant on procède au vote. Donc, pour cet amendement numéro 19 de Madame Thomas, qui est pour? Qui est contre? Donc il est rejeté. Bien, nous allons passer maintenant au second avis de l'après-midi qui porte sur le tourisme. Alors on va prendre 2 minutes pour faire les changements. Non, on ne va pas suspendre. Je vous propose qu'on ne suspende pas, on prend à la suite, comme ça on ne termine pas trop tard. Voilà, si ça vous va. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, allez. Le siège est encore chaud. Bien, merci, monsieur le rapporteur. Donc, je vais céder maintenant la parole pour cet avis sur le tourisme à monsieur Hervé de Lépinot pour la présentation donc, de l'avis budgétaire sur le tourisme. Et ensuite, nous aurons évidemment la discussion générale. Merci, monsieur le rapporteur. Alors. C'est bon. Merci, Madame la Présidente, chers collègues. Une fois n'est pas coutume, je vais exprimer vraiment le plaisir et la joie intellectuelle que j'ai eu à travailler ce rapport, puisque j'ai énormément appris. J'ai énormément appris et surtout, j'arrive à une conclusion que je vous livre. De toute évidence, le tourisme est l'angle mort de notre activité économique, puisque, je vais vous donner un chiffre pour bien comprendre, l'avis budgétaire sur lequel j'ai travaillé m'a permis de dégager le ratio suivant. Pour 1 euro d'argent public placé dans le tourisme, c'est pratiquement 2700 euros de retour économique et financier, 2700 euros de chiffre d'affaires, ce qui est absolument incroyable en termes d'efficience. Alors, donc j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui les crédits relatifs au tourisme de la mission économie, et je tiens tout d'abord à remercier l'ensemble des acteurs que j'ai pu rencontrer dans le cadre de mes travaux sur cet avis budgétaire, des gens très impliqués. Et d'ailleurs, s'il y a si peu de consommation d'argent public et un chiffre d'affaires de près de 75 milliards, et je reviendrai sur ces 75 milliards, ça veut dire que nous avons des gens passionnés et totalement impliqués dans leur mission. Je tiens également à remercier Madame Aude Ménoré, qui est administratrice de l'Assemblée nationale, et sans sa présence, rien n'aurait été possible. Et je tiens à la remercier tout particulièrement d'avoir compris l'état d'esprit du rapporteur, ce qui n'est pas toujours évident, ainsi que mademoiselle Irène Dutour, qui est étudiante à Sciences Po et actuellement stagiaire à l'Assemblée nationale et qui a participé à nos travaux. Donc, quelques chiffres sur les résultats de la saison touristique tout d'abord. L'année 2023 a été une année record. Elle a permis de générer 63,5 milliards d'euros de recettes issues du tourisme international, soit une hausse de 12% par rapport à 2019. L'année 2024 s'annonce également prometteuse, même si les départs ont été plus tardifs et plus courts. Le bilan provisoire des Jeux olympiques et paralympiques est quant à lui contrasté, et il faudra bien évidemment un peu plus de recul pour pouvoir en évaluer les retombées économiques de manière précise. Il bénéficie évidemment davantage aux villes hautes qu'au reste du territoire, vous l'avez compris, et au sein des villes hautes, l'hôtellerie-restauration n'a pas toujours pu bénéficier de l'effet JO, et là je vise plus spécifiquement les restrictions à la circulation qui ont impacté l'organisation des JO, puisque nous avons des quartiers entiers, entre autres de Paris, qui étaient difficilement accessibles, et cela fait énormément de tort, entre autres à l'activité de restauration. J'en viens à présent au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir le budget du tourisme. Il existe une asymétrie importante entre le poids du tourisme dans l'économie et son poids dans le budget. C'était mon entame.
Alors que le tourisme représentait 4,1% du PIB en 2019 et jusqu'à 7% de la consommation touristique, les crédits qui lui sont consacrés au sein de la mission économie sont très faibles, et j'y reviendrai. Et là, j'ouvre une parenthèse. Je vous inviterai à lire la page 5 de mon rapport pour bien comprendre ce distinguo qui permet de dégager d'un côté 4,1% de PIB et 7%. En fait, c'est la lecture que vous allez faire du panier. Donc la consommation touristique intérieure correspond aux dépenses des visiteurs français ou étrangers sur le territoire, alors que le PIB direct généré par le tourisme correspond à la consommation touristique intérieure, à laquelle on retranche les consommations intermédiaires, les importations et les subventions correspondantes, et à laquelle on ajoute les impôts nets générés sur ces produits et sur ces importations. Donc moi, je vous demande de retenir davantage 4,1% de PIB que 7%, parce que ça permet de faire un comparatif avec, entre autres, le PIB généré par la production agricole brute en France, qui est d'environ 3%. Vous regardez le budget du ministère de l'Agriculture, c'est pratiquement 1,5 milliard, dont 800 millions de masse salariale, et sur les 800 millions, vous avez pratiquement la moitié consacrée au lycée agricole. Vous avez 3 points de PIB. Là, on va parler de 25 millions de lignes de crédit. On est à 4,1% de PIB, ce qui montre bien que s'il y a des réformes structurelles à faire pour dégager des économies, c'est peut-être adapter davantage certains ministères aux réalités économiques du moment. Plus généralement, il est difficile de disposer d'une vision d'ensemble au sein du budget qui contribue à la politique publique du tourisme. Les écarts de chiffrage sont considérables. Nous avons environ 25 millions consacrés au tourisme sur la mission économie. Le document de politique transversale annexé au projet de loi de finances pour 2023 chiffrait quant à lui l'effort global de l'État pour le tourisme hors dépenses fiscales et hors impact Covid-19 à 7,5 milliards d'euros de crédit. Ce document a été supprimé, c'est ce qu'on appelait les oranges. Donc nous n'avons même plus les chiffrages estimatifs aujourd'hui. Le dernier chiffrage que l'on peut évoquer, celui du plan Destination France, principal plan de soutien au tourisme mis en place ces dernières années, il prévoit 1,9 milliard d'euros sur 3 ans. Mais avec des financements provenant d'autres acteurs comme la Banque des Territoires, ce plan de soutien va par ailleurs s'arrêter fin 2024. Donc vous avez compris, la complexité dans l'analyse budgétaire du tourisme, c'est de pister exactement d'où viennent les aides, et en sachant par ailleurs que les collectivités territoriales prennent également leur part dans le financement de cette filière. Certes, le tourisme est résolument une politique interministérielle et on peut comprendre que les chiffrages soient difficiles à effectuer, mais l'impératif d'efficience de la dépense publique nécessite que nous disposions de données plus précises afin de pouvoir nous prononcer sur ce budget en connaissance de cause. Cette difficulté en rejoint une seconde, nous manquons d'une véritable vision stratégique pour la filière. Je salue évidemment la nomination d'une ministre déléguée chargée de l'économie et du tourisme. Depuis 2007, aucun ministre n'avait disposé de cette unique compétence, le tourisme étant toujours noyé dans un portefeuille ministériel plus large. J'attends maintenant des actions concrètes. Et pour ceux qui ont des cheveux blancs ici, vous vous souvenez qu'on avait le ministère du tourisme. Ensuite, ça a été un secrétariat d'État au tourisme. Ensuite, on a perdu que ce soit un ministre ou un secrétaire d'État de plein exercice pour noyer le tourisme dans les activités économiques jusqu'à ce qu'on le perde en fait en termes de visibilité. J'en viens à présent aux crédits alloués au tourisme dans le cadre du programme 134 Développement et régulation des entreprises. Ils sont adossés à l'action 23 Industrie et services, ce qui me permet de souligner que le tourisme ne dispose même pas d'une action qui lui soit entièrement dédiée. Et je rappelle que c'est 4,1% de PIB. Les moyens alloués à cette politique publique sont par ailleurs substantiellement réduits dans le projet du budget pour 2025. Premièrement, la subvention pour charge de service public versée à Atout France, qui est le principal opérateur en matière de tourisme, elle va diminuer cette dotation de 13% par rapport au projet de loi de finances initiale pour 2024, en passant de 28,7 millions d'euros à 24,9 millions d'euros. Deuxièmement, les 5,8 millions d'euros de crédits d'intervention prévus en loi de finances initiale pour 2024 en faveur du tourisme, dont la majorité servait à financer des opérations menées par Atout France, sont purement et simplement supprimés. Cette baisse significative des crédits va considérablement obérer les moyens d'action d'Atout France. Cet opérateur dispose d'un statut particulier puisqu'il s'agit d'un groupement d'intérêt économique. Et oui, c'est l'autre particularité des travaux que j'ai menés, c'est de voir qu'un GIE peut intervenir avec des dotations d'État conséquentes. Et l'intérêt du GIE, c'est d'associer en l'espèce du public et du privé.
puisque ce GIE réunit donc acteurs publics privés dans une même structure. Cela lui permet notamment de disposer d'un effet de levier important pour chaque euro d'argent public dépensé. Je reviens à mon entame, pour 1 euro de budget Atout France, vous avez pratiquement 2700 euros de chiffre d'affaires sur la filière. Les acteurs de la filière que j'ai pu auditionner demandent la stabilité des crédits d'Atout France. L'opérateur m'a évidemment lui aussi alerté sur cette baisse. Il a déjà opéré des efforts de rationalisation de ses dépenses récemment et traverse de plus une période complexe. Et là, c'est une difficulté liée à la gouvernance d'Atout France, puisque le poste de direction générale est vacant. Nous avions une directrice générale intérimaire et il est absolument nécessaire de remettre un capitaine à la barre de ce bateau. Le contrat d'objectifs et de performance prend fin cette année et l'opérateur ne sait pas à quoi s'attendre pour la suite. En effet, des réflexions sur sa modernisation avaient été annoncées lors du comité interministériel du tourisme de mai 2024, mais le Premier ministre, et ça a été la surprise du discours de politique générale, alors que nous attendions bien évidemment au totem classique en la matière, eh bien, est apparue une incidente liée à Atout France et Business France. Notre collègue qui a présenté les crédits de Business France l'a évoqué. Le Premier ministre envisage d'actionner une fusion du GIE et de l'agence pour n'avoir qu'une seule et même entité. Et je rejoins les propos de Louise Morel, nous n'en savons pas davantage. Et d'ailleurs, lorsque j'ai auditionné les représentants d'Atout France, eux-mêmes ignoraient totalement d'abord l'existence même de ce projet de réforme et à plus forte raison ses contours. Donc cette annonce du Premier ministre, bien évidemment, ne va pas laisser indifférents les acteurs du tourisme. Autant ils sont tout à fait d'accord pour qu'il y ait une rationalisation des moyens. Ça, c'est la recherche d'efficience et ça devrait d'ailleurs guider notre philosophie en matière de finances publiques. Mais ils craignent que cette fusion de Business France et d'Atout France nous remette dans la loi du fort. Vous avez d'un côté Business France qui va essayer de soutenir nos entreprises à l'export dans un contexte de déficit commercial abyssal. Quand par ailleurs Atout France, très peu consommateur de crédit d'État, peut se vanter d'avoir un ratio de création de richesse absolument remarquable. Donc dans ce contexte, dans quelle mesure le travail d'Atout France ne risque-t-il pas d'être totalement invisibilisé par les missions de Business France? On nous a parlé de volonté de synergie. Nous craignons, en ce qui nous concerne, qu'il y ait, au définitive, un véritable effacement. C'est pourquoi j'émettrai à ce stade un avis défavorable à la baisse des crédits. Donc je vous proposerai cependant des amendements pour maintenir les crédits d'Atout France à leur niveau de l'année dernière. Leur adoption pourra faire évoluer mon avis, puisque si les amendements sont votés, je dirais que le problème est résolu. J'en viens à présent à ma partie thématique qui porte sur la préservation et la valorisation des paysages agricoles dans le tourisme français. Et ça, je pense que le président Chassaigne pourra totalement me rejoindre sur cet aspect. J'ai choisi cette thématique en partant d'un constat simple que j'ai effectué sur mon département de Vaucluse. Le Vaucluse est, dans la classification INSEE, le 5e département métropolitain le plus pauvre de France. Or, le Vaucluse est une destination touristique emblématique, entre autres sur le plan mondial, avec son point culminant qui est le Mont Ventoux. S'il y a des adeptes du vélo dans cette salle, ils me comprendront. Eh bien, nous avons parfaitement conscience dans le Vaucluse que si jamais notre agriculture s'effondre, et je peux vous dire qu'elle tient à un fil, l'attractivité du territoire disparaîtra par la même occasion. Et quand je dis que l'agriculture ne va pas bien, la filière lavande aujourd'hui est confrontée à deux problèmes. Des produits phyto interdits qui ne lui permettent plus de lutter contre les ravageurs et cette volonté délirante de la Commission européenne de faire des produits de la lavande des produits chimiques, donc de changer de classification et de réglementation. Nous avons la cerise qui va disparaître puisque nous n'avons pas de moyens efficaces pour lutter contre la drosophile Suzuki et la filière viticole, qui est peut-être le principal acteur du dessin des territoires, n'échappera pas à la politique d'arrachage massif envisagée dans les mois à venir. Tourisme et agriculture sont donc interdépendants. Or, notre agriculture est aujourd'hui en crise et toute détérioration de nos activités agricoles entraînera mécaniquement des conséquences sur l'économie touristique associée. Cette logique s'applique aussi à d'autres départements. Les agriculteurs sont de véritables aménageurs de nos territoires et nous avons la chance en France d'avoir des paysages préservés et variés.
L'activité touristique associée à ces paysages est généralement de deux ordres. Premièrement, des activités de plein air, à travers le vélo ou les randonnées par exemple. Ces activités impliquent généralement des séjours prolongés et conduisent donc à des dépenses plus importantes sur le territoire d'accueil. Deuxièmement, l'agritourisme et l'onotourisme qui constituent aujourd'hui un vecteur intéressant de diversification des revenus pour les agriculteurs. Malgré le fait que nos paysages agricoles soient bénéfiques tant d'un point de vue économique que pour l'aménagement du territoire, leur préservation et leur valorisation demeurent insuffisamment soutenues. Je regrette plusieurs atteintes aux paysages, liées notamment à l'interdiction de certains produits phytos qui conduiraient à couvrir nos arbres et nos vignes de filets. Et quand je dis nos vignes, c'est une préconisation qu'a fait l'ANSES cet été. Coût de la mesure, 500 millions pour la viticulture, qui par ailleurs subit une crise systémique, vous apprécierez. Ou encore lié au développement des énergies renouvelables. Sur ce dernier point, il y a bien sûr le problème des éoliennes. Et lorsque nous avons évoqué la loi d'accélération des ENR, nous avons des élus de territoire qui nous ont dit combien les paysages ont été dégradés. Mais aussi, plus récent, le développement insuffisamment encadré de l'agrivoltaïsme, qui inquiète un grand nombre d'acteurs que nous avons pu auditionner. En parallèle, la réglementation permettant aux agriculteurs de diversifier leurs activités vers des activités touristiques demeure encore trop complexe. Je pense en particulier aux règles régissant l'aménagement des bâtiments agricoles à des fins d'accueil touristique qui mériteraient certains assouplissements. Enfin, et en cela je rejoins le début de mon intervention, nous manquons d'une véritable structuration de l'offre touristique liée à nos paysages. Il y a heureusement des initiatives intéressantes en ce sens. Pour la valorisation de l'agritourisme, le réseau Bienvenue à la ferme est un atout précieux. Différents partenariats sectoriels se sont également mis en place entre le tourisme et l'agriculture, par exemple entre les chambres d'agriculture et Domaines skiables de France, ou entre les chambres d'agriculture et la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air. Mais des efforts sont encore nécessaires, notamment pour éviter les doublons dans les actions de promotion, encore pour améliorer la coordination au niveau interministériel en faveur du soutien à ce type de tourisme. En conclusion, notre politique touristique, tant en matière de préservation et de valorisation des paysages agricoles que dans son ensemble, mérite vraiment une meilleure vision stratégique à la hauteur de son apport déterminant pour l'économie. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Donc, je vous propose maintenant de passer aux oratrices et orateurs principaux des groupes politiques. D'abord, pour le RN, monsieur Antoine Gauliot. Oui, merci Madame la Présidente. Chers collègues, en préambule, je tiens à féliciter Monsieur le rapporteur pour le remarquable travail mené des auditions jusqu'à la rédaction finale de ce rapport d'une grande qualité. L'axe choisi d'évoquer les liens qui unissent l'agriculture et le tourisme français est très intéressant et révèle le rôle primordial que tiennent nos territoires ruraux dans ce domaine. Quand le monde agricole est en souffrance, notre attractivité touristique en est affaiblie. Notre groupe rejoint les conclusions formulées par le rapporteur concernant les crédits de la mission économique consacrée au tourisme. Un axe pourtant mérite d'être évoqué lorsque l'on aborde le thème du tourisme, celui de la sécurité des touristes. La délinquance et l'insécurité ont tendance à prendre de l'ampleur dans les zones à forte fréquentation touristique. Il est crucial de rappeler que le tourisme ne peut prospérer sans un environnement rassurant pour les visiteurs. Sur le territoire dans lequel je suis élu se situe la ville de Boulogne-sur-Mer. Cette ville et la Côte d'Opale font partie des sites touristiques incontournables de la région des Hauts-de-France. Pourtant, la délinquance y est grandissante. Dans un récent classement paru dans le Figaro, répertoriant les communes du littoral où la délinquance est la plus élevée, Boulogne-sur-Mer est classée en 5e position, juste derrière 4 arrondissements de Marseille. En laissant proliférer cette délinquance, nous allons affaiblir le tourisme, tous les emplois et les entreprises qui y sont liées. Les acteurs touristiques ont déjà bien d'autres difficultés à surmonter pour survivre. Alors si nous voulons être ambitieux pour notre secteur touristique, il faut aussi se donner les moyens d'assurer un environnement de sécurité pour les visiteurs. Nous avons vu d'ailleurs avec les Jeux Olympiques que lorsque l'on assure un climat serein, le tourisme prospère. Avec les membres du groupe Rassemblement National, nous déplorons le manque de lisibilité et l'ambition des crédits consacrés au tourisme français. Nous partageons la vive inquiétude de monsieur le rapporteur quant à l'annonce du Premier ministre de fusionner Atout France et Business France qui risque de pénaliser le secteur du tourisme. Je vous remercie.
Je vous remercie. Alors, monsieur le rapporteur, vous avez un peu plus d'1 minute 30. Merci, chers collègues. Alors, tout d'abord, sur la première partie de votre intervention, nous rappellerons à nos amis de la Commission des finances qu'il est nécessaire de maintenir des crédits au niveau du ministère de l'Intérieur, puisque si nous voulons sécuriser nos sites touristiques, il faut que nous ayons la possibilité de rémunérer en nombre des policiers et des gendarmes. Mais ce que vous avez évoqué a permis d'avoir, je dirais, une illustration concernant l'attractivité de la ville de Paris auprès des touristes asiatiques, puisqu'il y a eu une vague d'attaques de touristes d'origine asiatique ces derniers mois qui a fait que la destination Paris est devenue beaucoup moins attractive sur cette partie du globe. Or, ce sont généralement des séjours touristiques à très très haute valeur ajoutée, puisque ce sont des touristes qui ne lésinent pas sur les moyens, sachant, vous savez, que dans le droit du travail de certains pays d'Asie, eh bien, le temps de vacances est extrêmement bref. Donc on va utiliser un crédit pour le voyage d'une vie. Eh bien, si on perd cette clientèle, c'est l'hôtellerie de luxe, c'est la maroquinerie, c'est la restauration qui risquerait d'être impactée. Deuxième observation, vous avez rappelé donc ce lien très étroit entre tourisme et agriculture. Je le dis dans cette commission qui a l'honneur de travailler les questions agricoles. Il y a réellement une alerte lancée par les professionnels du tourisme sur la dégradation de l'activité agricole dans notre pays, puisque eux-mêmes en subiront les conséquences. Donc non seulement nous allons perdre des exploitations, mais nous allons perdre également de l'activité touristique qui, je le rappelle, génère à peu près 1,2 million d'emplois dans notre pays. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Donc maintenant, pour le groupe EPR, je crois qu'il n'y a pas de... Ah pardon, je suis désolée, monsieur Fugit, je n'avais pas noté. C'est pas grave, madame la présidente. En tout cas, merci de me donner la parole et merci, monsieur le rapporteur, pour votre présentation. Alors, au lendemain de la crise du Covid-19 qui a durement touché le secteur du tourisme, donc en 2020, par exemple, seulement un tiers des chambres habituellement mises en vente ont trouvé preneur. La France a su conserver sa position de première destination touristique mondiale, soutenue dans un premier temps par ses clientèles domestiques européennes, puis américaines, avant d'assister à un retour progressif des clientèles plus lointaines, notamment asiatiques. Après l'excellent cru qui a constitué l'année 2023, au regard tant de la fréquentation que des recettes générées par le tourisme, ces dernières allant même jusqu'à dépasser de plus de 10% leur niveau d'avant-crise, l'année 2024 n'a pas déçu puisque la croissance a une nouvelle fois été au rendez-vous. Les aides et subventions octroyées au secteur pendant la crise sanitaire, mais aussi dans le cadre de la relance, ont en effet pas seulement été pensées pour passer le cap de la crise, mais aussi pour aider le secteur à s'ajuster à de nouvelles tendances touristiques et les modes de consommation qui vont avec. C'est notamment dans cet esprit qu'a été pensé le plan Destination France, qui ambitionnait notamment de favoriser la montée en gamme des infrastructures touristiques, faiblesse expliquant en partie la décorrélation entre les performances de la France en matière de nombre de touristes accueillis et des recettes issues du tourisme international plus faibles que l'Espagne et le Royaume-Uni, deux pays accueillant pourtant moins de touristes que notre pays. Certaines aides de ce plan ont rencontré un grand succès. Je pense notamment aux mesures visant à relancer le tourisme d'affaires et aux prêts publics de long terme visant à soutenir les montées en gamme ou encore au fonds tourisme durable. Au regard des ambitions qu'il portait, le plan a globalement atteint ses objectifs, ce qui justifie en partie son extinction en 2025. Toutefois, le secteur fait toujours face à des difficultés structurelles, avec un nombre important de défaillances d'entreprises du secteur hôtellerie-restauration et qui s'explique à la fois par le poids des dépenses d'énergie dans les charges d'exploitation en 2023 et par la nécessité de rembourser les PGE liés à la crise sanitaire. L'État ayant d'ailleurs proposé des solutions de rééchelonnement de la dette par l'intermédiaire du médiateur du crédit. Enfin, les tensions sont toujours vives sur le marché de l'emploi malgré la revalorisation des grilles salariales. Le plan pour l'emploi des saisonniers 2023-2025 prévoyait d'ailleurs une pérennisation des mesures prises dans le cadre de Destination France avec une augmentation des guichets d'accueil et d'orientation des saisonniers dont votre rapport ne fait pas mention. Nous aimerions ainsi savoir si ces aides ont été pérennisées dans le cadre des crédits pour 2025. Par ailleurs, nous regrettons, et ce n'est pas de votre fait, que le manque de lisibilité sur les crédits du tourisme ne permettent pas d'en savoir plus sur le devenir de certains crédits en faveur de l'emploi touristique. Par exemple, dans le PLF 2024, une enveloppe de 10 millions d'euros au sein
du Fonds national pour l'emploi, du programme 103 de la mission Travail et Emploi, devait être consacré à la formation de 10 000 demandeurs d'emploi au métier du tourisme. Il eût été utile d'avoir un bilan de ce fonds et de savoir s'il a été ou non reconduit dans le cadre du PLF 2025. Merci, Monsieur Fugit. Monsieur le rapporteur. Oui, merci Madame la Présidente. Chers collègues, votre question, en fait, révèle la complexité pour pister les crédits liés au tourisme. Parce qu'en réalité, votre question a trait davantage aux crédits consacrés au travail. Puisque dans le cadre de mes auditions, bien évidemment, on n'a pas fait l'impasse sur la problématique de trouver actuellement des salariés dans certains secteurs. Mais ça n'est pas l'objet de la ligne budgétaire sur laquelle j'étais amené à travailler. Alors, la question ayant été abordée avec les acteurs, par exemple dans l'hôtellerie, entre autres l'hôtellerie de luxe, il n'y a pas tellement de difficultés à recruter. C'est un peu plus difficile dans les territoires, et entre autres les territoires ruraux, et c'est là où l'axe que j'ai donné à mon rapport devient intéressant, c'est l'activité d'hébergement touristique qui vient en complément de l'activité agricole. C'est la raison pour laquelle j'ai vraiment insisté sur ce point. Mais moi, je ne peux pas vous répondre en l'état de mes auditions aux questions très précises que vous avez pu me poser. Merci, Monsieur le rapporteur. Donc, pour le groupe socialiste, Monsieur Philippe Naillet. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Comme ma collègue Valérie Rossi tout à l'heure, je regrette l'effort budgétaire demandé aux opérateurs qui jouent un rôle majeur dans l'attractivité de notre économie et le soutien à notre écosystème d'entreprise, ici en l'occurrence les acteurs du tourisme. Nous sortons de Jeux olympiques et paralympiques parfaitement réussis, qui ont même obligé la presse anglo-saxonne à dire du bien de la France pendant plusieurs semaines, et des Jeux olympiques et paralympiques qui ont surtout démontré nos capacités en matière d'hospitalité ou de sécurité. C'est le moment ou jamais de capitaliser sur les belles images de l'été retransmises de par le monde pour faire la promotion de la France, au-delà de Paris, et la diversité de la France, de ses paysages, a pu être mise en valeur de Marseille à Tuopou. Alors, comment comprendre la suppression de 32 postes au sein d'Atout France, qui est le principal opérateur chargé de cette mission de promotion? C'est une réduction de moyens importante pour une économie budgétaire pourtant modeste. Ici, comme pour le reste, malheureusement, nous faisons des choix court-termistes pour de petites économies et au final, nous paierons beaucoup plus cher. Nous proposerons donc de rouvrir les crédits nécessaires. Au-delà, notre pays est confronté à des enjeux touristiques d'une grande variété, allant de l'adaptation de nos stations de montagne à l'évolution du climat et à une mutation vers un tourisme 4 saisons, à la régulation de l'offre des meublés de tourisme, face aux enjeux du logement pérenne, en passant enfin par la préservation de sites parfois sursollicités comme Étretat. Il est donc essentiel de doter nos opérateurs publics, y compris locaux, alors que plus de 5 milliards d'euros d'économies sont annoncés pour les collectivités locales, de moyens à faire face à ces défis. Si les crédits d'Atout France devaient ne pas être établis à leur niveau de 2024, notre groupe serait défavorable au crédit du rapport tourisme. Je vous remercie. Merci, Monsieur le rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, en fait, j'ai lu l'amendement que vous avez déposé et je pense que nous ne nous comprenons pas. Si vous maintenez la ligne budgétaire telle qu'elle existait dans le budget 2024, il n'y aura pas les suppressions des 32 ETP. Donc je ne vois pas l'intérêt de rajouter 2 millions à partir du moment où, si vous votez mon amendement qui consiste à maintenir les crédits tels qu'ils existaient dans le précédent budget, nous n'impacterons pas la masse salariale. Ça, c'est la première observation. Deuxième observation, Atout France n'a pas attendu le budget 2025 pour se remettre en cause en termes d'efficience. Nous avons évoqué la problématique des bureaux qui fermaient aux quatre coins du monde. C'est une décision, on va dire, de gestion prise par le conseil d'administration du GIE, parce que l'on a vu que sur certains bureaux, en réalité, le retour était très faible, voire insignifiant. Donc, il a été décidé de redispatcher les effectifs sur des zones du monde où on pouvait générer beaucoup plus d'attractivité touristique pour la destination France.
Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, le souci, on va dire, d'amélioration de l'efficacité d'Atout France passera aussi par une maîtrise de sa masse salariale pour permettre de consacrer davantage de crédits aux opérations de promotion. Et ce que je dis est d'autant plus vrai dans l'hypothèse où on aurait la réduction budgétaire telle qu'elle est proposée aujourd'hui par le gouvernement. Donc en conclusion, et je me répéterai volontairement, votez mon amendement de maintien de la ligne budgétaire et les 32 ETP ne seront pas concernés. Merci. Monsieur le rapporteur. Pour le groupe DR, Jérôme Nury. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, chers collègues, merci Monsieur le rapporteur pour votre rapport de qualité. Le tourisme est un moteur essentiel de notre économie. Comme vous le soulignez dans votre rapport, l'année 2023 s'est révélée performante. Le tourisme international ayant généré pour notre pays 63,5 milliards d'euros de recettes pour un secteur qui compte 1,3 million d'emplois. Néanmoins, vous pointez plusieurs difficultés structurelles de l'économie touristique française, qui se veulent paradoxales, notamment que la France attire plus de touristes que l'Espagne, et alors que l'Espagne génère plus de recettes touristiques. Nous sommes d'accord sur ces difficultés, mais un peu plus réservés sur votre analyse des crédits. En effet, vous vous désolez de la baisse des crédits pour l'opérateur Atout France, mais il faut rappeler que le Premier ministre a annoncé vouloir rapprocher Atout France et Business France afin de mutualiser leurs compétences pour améliorer leurs résultats. Et nous devons tous sortir de nos conservatismes naturels qui nous incitent à ne rien changer, afin d'être un peu plus disruptifs et donc plus efficaces à des coûts moindres. Les crédits prévus en 2025 pour Atout France vont ainsi permettre à l'opérateur de poursuivre ses activités de promotion de la destination France et la gestion de marques touristiques nationales essentielles comme Destination Excellence et Tourisme et Handicap. Par ailleurs, il est important de souligner qu'une partie des crédits de l'année dernière ne sont pas reconduits puisque nous n'avons plus besoin de promouvoir l'offre touristique pour les JO et les Jeux paralympiques. Votre rapport, chers collègues, met l'accent sur le rôle crucial des paysages agricoles dans l'attractivité touristique. C'est bien juste, le tourisme rural n'est pas suffisamment pris en compte alors qu'il pourrait jouer un rôle clé dans le développement de nos territoires. Des paysages préservés, des chemins de randonnée fléchés, des voies vertes interconnectées, des pistes VTT tracées, de la restauration et de l'hébergement authentique, telles sont les qualités de nos territoires ruraux, à commencer par l'Orne ou bien le Vaucluse, monsieur le rapporteur. Je terminerai par un sujet crucial pour la filière tourisme dans notre pays, la baisse du budget vacances des Français, faute de pouvoir d'achat. En effet, selon un sondage ELAB d'août dernier, seulement 53% des Français avaient l'intention de partir en vacances cet été, soit 5 points de moins par rapport à l'été dernier. Cette situation touche naturellement en priorité les ménages les plus fragiles. Dans ce contexte, quelles pistes envisagez-vous pour relancer la consommation touristique domestique, notamment des ménages les plus fragiles, afin qu'ils puissent profiter de l'offre touristique nationale de qualité et participer ainsi à la croissance économique de ce secteur? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Jérôme Nury. Monsieur le rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, vous avez tout d'abord évoqué la comparaison qui a été faite entre la France et l'Espagne. Comme vous, j'étais très étonné de voir qu'en Espagne, il y a moins de tourisme, mais on a un chiffre d'affaires plus important. Pour connaître un petit peu ce pays, on sait qu'il y a une politique très proactive de l'État dans la promotion du tourisme et de tout ce qui tourne au tourisme, et je pense entre autres à la viticulture. En Espagne, le vin n'est pas considéré comme une drogue ou un poison, c'est considéré comme un bien de consommation courante qu'il faut valoriser. Voilà, donc je pense qu'on a déjà un élément de réponse à ce niveau-là, et c'est la même chose pour l'Italie. L'Italie, en ce moment, est en train de progresser de manière significative en chiffre d'affaires pour les mêmes raisons. Concernant la fusion de Business France et d'Atout France, sur le principe, je vous suis. Alors, on a besoin de se remettre en cause, de faire des efforts. Mais je vous invite à lire la page 10 de mon rapport. Et là, c'est les cheveux blancs qui parlent. Vous savez, on s'occupe généralement beaucoup plus des malades que des bien portants. Or, je le répète, notre balance du commerce extérieur révèle un déficit structurel et abyssal. Eh bien, je crains que les efforts budgétaires portent davantage sur la question du déficit budgétaire que sur la promotion
de la France comme destination touristique. Et j'ai voulu traduire l'angoisse qui animait les différents acteurs que j'ai entendus. Je le répète, ils ont un ratio extraordinaire en utilisation de fonds publics et ils ne comprendraient pas, alors qu'ils sont vraiment à l'étiage le plus bas de consommation des crédits d'État, que l'on diminue encore cette participation. Et on arrive au paradoxe que vous avez évoqué avec les Espagnols par rapport aux Français. C'est-à-dire, à vouloir ne plus financer le tourisme, eh bien, on n'arrivera pas à l'upgrader sur le plan qualitatif. Dernier point concernant la consommation domestique, c'est la question du pouvoir d'achat. Et ça, j'en ai entre autres parlé avec les professionnels des campings. Eux seraient prêts à repartir dans du développement, mais à condition que le pouvoir d'achat des Français les plus modestes suive. C'est la raison pour laquelle ils ont demandé, entre autres, que certaines aides via les CAF soient maintenues. Voilà. Merci, monsieur le rapporteur. Pour le groupe démocrate, monsieur Pascal Lecamp. Oui, déjà. Il n'y a pas d'écolo. Pour la 18e édition. Eh bien non. Le tourisme n'intéresse pas les écologistes sur l'agritourisme. Madame la présidente, merci. Monsieur le rapporteur, chers collègues, je tiens tout d'abord à vous remercier pour la présentation que vous nous avez faite à l'instant de votre rapport, et particulièrement pour l'angle pertinent que vous avez choisi en mettant en avant la valorisation des paysages agricoles dans le tourisme. Je parlais justement de ce sujet à midi, puisque j'ai invité une trentaine de maires de ma circonscription, où des maires justement s'inquiétaient de l'impact des parcs photovoltaïques sur le potentiel touristique et les paysages de leurs communes rurales. Nous pouvons également nous féliciter de l'organisation réussie, ça a été dit, des JO 2024, alors que certains responsables politiques craignaient justement un fiasco. L'événement a finalement été un succès immense, offrant un rayonnement international à la France. Je me réjouis également de la nomination d'une ministre déléguée spécifiquement à l'économie touristique, ce qui est une première depuis 2007. Cette décision renforce la coordination et la visibilité des politiques touristiques, offrant une approche plus ciblée pour développer ce secteur clé de notre économie. Bien que les crédits alloués au tourisme dans le projet de loi de finances 2025 puissent paraître en baisse, il est important de rappeler que le soutien au secteur ne se limite pas aux lignes budgétaires que nous examinons aujourd'hui. Plusieurs mécanismes financiers complètent ces crédits, le plan Destination France lancé en 2021, et qu'il s'agira de prolonger d'une manière ou d'une autre, avait mobilisé des fonds non seulement de l'État, mais aussi des régions et de la Banque des Territoires. BPI France joue également un rôle important avec ses financements et ses prêts. En ce qui concerne la baisse des crédits alloués à Tout France, si elle est regrettable, elle s'inscrit également dans un contexte plus large de rigueur budgétaire. On l'a vu depuis ce matin dans toutes les missions. Et si l'accompagnement de l'évolution d'Atout France est essentiel, nous n'avons pas de lisibilité dans ce PLF des conséquences budgétaires de cette fusion. Business France, Ubifrance. Comme j'ai déjà dit ce matin, ou dans la mission précédente, pour Business France, et j'espère que le gouvernement nous éclairera sur les conséquences budgétaire de cette fusion, sur les différents budgets. Enfin, le sujet de l'agritourisme est crucial pour le dynamisme des territoires ruraux. L'idée d'un label unique pour l'agritourisme est intéressante, mais face à la diversité des territoires et des productions agricoles, comment ce label pourrait-il s'adapter aux spécificités locales ? Ça paraît assez complexe. Pourriez-vous nous en dire plus sur le modèle italien que vous mentionnez et la manière dont il gère cette diversité ? Enfin, certaines régions pourraient-elles jouer un rôle déterminant en utilisant le FEDER pour soutenir les agriculteurs dans leur diversification ? Certaines régions misent-elles déjà particulièrement sur ce fonds pour favoriser l'agritourisme ? Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, il y a beaucoup de questions dans votre question, donc on va essayer de... c'est normal. Donc on va essayer d'être le plus précis possible. Alors, tout d'abord, vous avez évoqué les inquiétudes qu'ont les élus locaux. Moi, je les ai rencontrés via l'ANET, l'Association nationale des élus des territoires touristiques, et ils m'ont tellement convaincu que j'ai adhéré. Donc, je vous invite, chers collègues parlementaires, aussi à prendre votre cotisation auprès de l'ANET. Je crois qu'on pourra leur apporter un soutien substantiel. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'agrivoltaïsme est en discussion dans les chambres d'agriculture. Ça n'a échappé à personne. Le sujet est complexe parce qu'il varie dans son analyse en fonction de la nature des cultures qui seront concernées et des techniques de conduite de l'exploitation. C'est sûr qu'entre de la vigne et de l'élevage, les problématiques ne seront pas les mêmes. Bon, c'est notre commission qui se saisira de toute façon de cette question, on le sait. Concernant la question de l'arrivée, l'arrivée d'abord,
je dirais pas d'un ministère dédié, mais presque, ouf, on va peut-être enfin avoir des politiques en matière de tourisme, des politiques d'État. Et là, on rebascule sur la problématique espagnole et italienne, où là, vous avez réellement un ministère qui est proactif dans la promotion des terroirs et des productions des terroirs. Et je crois que c'est ce que nous devrions faire également en France. Mais si on rentre dans cette logique, ça veut dire qu'il va falloir quand même assouplir certaines réglementations que nous avons. Et là, je reviens à la problématique viticole. Si nous continuons sur la lancée de la loi E20, ça va être très compliqué de faire la promotion de l'onotourisme et des produits de la vigne dans ce cadre réglementaire. J'ai fini ? Oui, je suis désolée, ça fait 4 minutes 38. Oui, on parlera du label après. Ne vous inquiétez pas, vous aurez tout le temps que vous voudrez après l'ensemble des interventions. Voilà. Pour le groupe Lyot, Harold Huvart, merci. Non, pardon. Pour le groupe GDR, André Chassaigne. Toujours là. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Tout d'abord, une question sur le devenir du plan Destination France. Les crédits étant, semble-t-il, consommés, vous confirmez son extinction totale ? Fin 2024, oui. Il prévoyait sur la période, il faut le rappeler, de 2022 à 2025, de soutenir financièrement le départ en vacances de 50 000 jeunes et 100 000 seniors en situation de précarité par an. Par an. 50 000 jeunes, 100 000 seniors. Et de favoriser l'offre de tourisme social pour les ultramarins. Il visait également de manière plus structurelle à lever les freins économiques au départ en vacances. Dans un contexte de baisse du taux de départ en vacances des Français, taux chiffré dans votre rapport à 65% en 2023, en baisse de 2 points, la question du soutien public au tourisme social et solidaire n'a rien d'anecdotique. D'ailleurs, l'UNAT avance même le chiffre de 40% de non-départ, et bien évidemment par faute de moyens. Or, entre la baisse prévisible des financements aux collectivités, qui sont des partenaires majeurs du secteur, l'amputation du budget de l'économie sociale et solidaire, nous l'avons vu ce matin, la probable fusion de Business France et d'Atout France, avec déjà l'annonce de suppression de postes, les acteurs du tourisme social sont légitimement inquiets. À cela s'ajoute la disparition annoncée du fonds tourisme de l'ADEME, un non-sens qui risque de venir couper dans leurs élans les démarches exemplaires conduites par les acteurs du secteur en matière de transition écologique, travaux entraînant aussi une réduction des dépenses de fonctionnement qui plombent les équilibres financiers de nos infrastructures. À nos yeux, la priorité doit être aujourd'hui de conduire à bien le travail initié au sein du comité de filière tourisme sur le tourisme social. Il vise à agir sur les freins au départ, notamment par une étude des modèles économiques des acteurs du tourisme social. Il importe que les moyens qui auront été identifiés comme nécessaires soient réellement mobilisés, et cela ne pourra se faire sans l'appui de la puissance publique. Nouvelles modalités de financement, fonds de dotation, prêts bonifiés, aide à la pierre, maintien et renforcement de la NCV pour l'émission de chèques vacances. Nous attendons donc de l'État qu'il prenne ses responsabilités en matière de droit à l'accès aux vacances pour tous, sans en faire un poste d'économie budgétaire alors qu'il reste tant à faire. Merci beaucoup. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président Chassaigne, on partage totalement cette analyse. Et pour bien se comprendre, on est tous nostalgiques des colonies de vacances. Et d'ailleurs, j'avais interrogé les professionnels du tourisme dans les zones alpines, où on s'étonne aujourd'hui qu'il y ait pratiquement plus de colonies telles qu'on les a connues. Et la réponse qui m'a été donnée est simple à comprendre. Cette activité touristique qui était porteuse d'intérêt a été tuée par le poids des normes. Aujourd'hui, avoir un centre de vacances nécessite pratiquement tous les 3 ans de refaire les cuisines et les sanitaires. Donc là où on devait avoir des crédits destinés à des populations précaires de pouvoir profiter d'un temps de vacances encadré, eh bien ces crédits ont servi à refaire des cuisines et des sanitaires. Donc on se retrouve d'ailleurs aujourd'hui avec de l'immobilier de montagne qui était consacré à ces colonies de vacances, revendu à la découpe pour faire des appartements pour de la location saisonnière. Donc vous voyez, quand on dit souvent que le mieux est l'ennemi du bien, ben là on en a, je pense, un exemple topique.
Deuxième observation, et je connais votre expérience, vous savez très bien que ce n'est pas ma modeste ligne budgétaire qui va décider des politiques d'accompagnement social du tourisme. Mais par contre, les acteurs que nous avons rencontrés, et je reviens à la filière camping, a bien souligné que si on tuait ce tourisme pour des personnes qui ont peu de moyens, eh bien c'est toute une filière de l'offre touristique qui pourrait en pâtir. Merci, monsieur le rapporteur. Il reste une dernière intervention de groupe, monsieur Allégret-Pilot, pour le groupe UDR. Merci, madame la présidente. Monsieur le rapporteur, merci encore pour cette analyse très fine. J'ai eu l'immense plaisir d'assister à l'une de vos auditions. C'était passionnant. Je retiens 5 éléments parmi ceux que vous avez pu évoquer. Tout d'abord, l'importance économique et culturelle, pour ne pas dire patrimoniale, du secteur du tourisme en France. Ensuite, la très grande diversité des activités, ce qui amène, troisièmement, à la difficulté peut-être d'un suivi comptable et économique précis, le tourisme étant un secteur très polymorphe, à l'instar de l'hôtellerie-restauration, comme vous avez pu le dire. Puis quatrième point, il apparaît une très faible dépendance directe, en tout cas au financement public, avec un retour sur investissement exceptionnel, et ce dans une lecture purement sectorielle en tout cas. Et puis troisième point, on note, comme vous l'avez souligné, l'importance de l'entretien et de l'amélioration de nos paysages. Je suis à titre personnel élu du Gard, avec notamment les Cévennes, qui ont tout pour ressembler aux paysages toscans. Manque peut-être quelques crédits et surtout un peu de volonté et de coordination. Dans une réflexion prospective maintenant, j'ai 2 catégories de questions, notamment sur ce qui a trait aux objectifs et aux cibles à nous fixer collectivement. Premièrement, avez-vous pu réaliser une sorte de comparaison internationale avec ce que nous pourrions avoir visé comme objectif en termes de PIB cible, qui soit raisonnable et à la fois suffisamment ambitieux, étant donné toutes les retombées que vous avez pu évoquer, ce qui nous permettrait d'envisager les ressources éventuellement à mobiliser, budgétairement parlant, pour atteindre ce PIB cible, étant donné l'effet de levier que vous avez évoqué. Deuxième catégorie de questions, quel regard portez-vous sur les pistes d'évolution de la segmentation de l'offre touristique française, notamment sur le moyen de gamme versus le haut de gamme, avec des tickets moyens qui semblent varier beaucoup dans l'Union européenne, notamment en ce qui concerne les touristes étrangers, par exemple anglais, avec la comparaison que vous avez pu faire sur les touristes anglais qui vont en Espagne versus les touristes anglais qui vont dans le Vaucluse ou dans le Gard, par exemple. Le ticket moyen, sauf erreur, en Espagne était largement supérieur. La question sous-jacente, devons-nous fixer des objectifs d'augmentation du panier moyen sous la supervision d'un travail d'Atout France, ou pensez-vous que ce travail doit être fait de façon subsidiaire au niveau local pour avoir ce résultat d'augmentation du panier moyen des différents touristes sur la partie luxe sans faire d'effet d'éviction naturellement sur les autres offres touristiques. Je vous remercie. Merci. Monsieur le rapporteur. Désolé. Non, il y a toujours... Oui, c'est bon. Voilà. Chers collègues, vous me faites beaucoup d'honneur en me décrétant spécialiste de l'offre touristique, pratiquement en microéconomie. Ce n'était pas l'objet quand même de mon rapport. Hein. Moi, j'étais sur la ligne budgétaire et je l'ai dit en introduction, j'ai découvert un petit peu ce secteur. C'est pour ça que ce rapport m'a passionné. Mais pour répondre de manière assez schématique à vos questions, tout d'abord, concernant un PIB cible, oui, effectivement, on peut toujours l'améliorer, mais il est déjà conséquent. Et je reviens aux observations que j'avais faites à notre collègue Nury tout à l'heure. À partir du moment où le tourisme est considéré comme une offre globale, c'est-à-dire des paysages, de l'hébergement, une gastronomie, les événements culturels, et vous additionnez sur un territoire l'ensemble de ces facteurs, mécaniquement, l'offre va être beaucoup plus attractive, donc vous allez attirer. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, mon travail, je l'ai placé donc sur le plan de la relation entre tourisme et agriculture, mais également agriculture et aménagement du territoire. Et là, je citerai l'exemple de l'audition des parcs nationaux, régionaux et les grands sites. Si vous voulez avoir la possibilité de visiter un parc, encore faut-il pouvoir y aller et stationner. Donc va se poser le problème de l'accessibilité et du stationnement. Et là, on risque de buter sur des questions environnementales. Et là se pose la question de la gestion des flux. Et aujourd'hui, sur le territoire national, on aurait peut-être un problème de concentration de la clientèle touristique sur certains spots au détriment du reste du territoire national qui lui-même recèle
également de l'attractivité. Donc là, ça va être de l'ingénierie en fait touristique. Et d'ailleurs, nos crédits qui nous intéressent aujourd'hui, c'est pas que la masse salariale d'Atout France, ce sont également les aides à l'ingénierie touristique. Donc vous avez par exemple Blanjou qui voudrait développer de l'onotourisme parce que c'était encore un point faible par rapport à la vallée du Rhône. Eh bien, nous aurons possibilité via Atout France de travailler cette question puisqu'on sait que la clientèle étrangère et entre autres anglo-saxonne est très friande de ce type de tourisme. Donc, pour schématiser ma réponse, Atout France est là justement pour aider les porteurs de projets dans le développement du territoire. Merci. Monsieur le rapporteur, est-ce qu'il y a des questions, des interventions individuelles? Le label? Non, le label n'a plus d'utilité. Alors, est-ce qu'il y a des interventions individuelles? Sinon, monsieur le rapporteur, vous avez un temps de réponse plus long si vous le souhaitez. Alors, juste pour revenir sur la question de la labellisation, si notre collègue qui avait posé la question, voilà. La labellisation, on l'a évoqué, entre autres sur la question du meublé touristique. Aujourd'hui, vous avez le secteur hôtelier qui pourrait considérer à certains égards qu'il y a une forme de concurrence déloyale. Donc on avait évoqué la question de la fiscalité. Est-ce que je suis sur une activité principale de meublé ou une activité annexe? Et l'idée qui est proposée pour celui qui est un professionnel de la location de meublé touristique, c'est effectivement de rentrer dans un cahier des charges pour upgrader la qualité d'hébergement, donc engager des frais de structure et donc quelque part ne pas dégager un bénéfice substantiel et autrement plus important que ne peut le faire l'activité hôtelière traditionnelle qui, elle, a des charges fixes sur l'année. Donc la question de la labellisation, effectivement, est une piste à creuser, c'est évident. Ensuite, sur la question du label de manière plus globale comme indicateur de qualité de l'offre touristique, je parle sous votre contrôle parce que je pense que vous avez plus d'expérience que moi, ça existe déjà. Alors on peut peut-être améliorer, mais attention, il ne faut pas non plus qu'on tombe dans une réglementation qui deviendrait en fait un obstacle au développement touristique. Et là, je ferai une incise. On a, je crois, tout à l'heure évoqué les fonds européens. Voilà, le fameux fonds FEDER, vous l'avez tous vu dans vos circonscriptions. Un dossier FEDER, c'est épais comme ça. Et si jamais on se plante sur une ligne, il faut tout refaire. Donc je pense que les fonds européens sont là effectivement pour nous aider sur certains types de développement. Mais si on veut qu'ils soient réellement efficients, il faut simplifier, je pense, les procédures. Et ça, c'est plus de notre ressort, sauf lorsqu'il s'agit de débloquer les crédits. Et là, ce sont les régions. Et je vois dans le Vaucluse, aujourd'hui, on a des délais de déblocage des fonds FEDER anormalement longs. Alors, ils ont toujours une excuse, c'est les élections, c'est je ne sais pas quoi, mais toujours est-il que s'il y a un effort à faire au niveau national, c'est de raccourcir les délais de libération des fonds provenant d'un dossier FEDER. Ah, ça dépend aussi des règles européennes. Donc, je vous propose maintenant de passer à l'examen des amendements de l'avis tourisme. Il y a très exactement 3 amendements. Pour cet article 42 et état B. Alors d'abord 2 amendements en discussion commune. Amendement numéro 29 de M. Delépinot et amendement numéro 30 de M. Delépinot. M. Delépinot pour l'amendement 29. Oui, merci Madame la Présidente. Bon, je ne vais pas être redondant, mais vous avez compris mon état d'esprit. À partir du moment où on fait beaucoup avec pratiquement rien, il serait dommage de ramener le rien au néant. Donc c'est la raison pour laquelle je vous propose, dans le cadre de cet amendement, bien évidemment de ne pas accepter cette diminution de crédit telle que le projet de loi de finances l'a établi et de reconduire en réalité les crédits consacrés principalement à Atout France au montant de la loi de finances de 2024. Et j'en profite pour contredire l'argument qui a été lâché tout à l'heure sur la nécessité pour tout le monde de faire des efforts. Mais je le rappelle, quand vous êtes vraiment au bas de l'étiage, c'est compliqué de faire encore un effort supplémentaire. Très honnêtement, on n'a pas grand-chose. Alors par contre, s'il y a un effort qui doit être fait, je pense être dans une clarification des lignes de crédit pour les concentrer sur
une seule et même action, on va dire, budgétaire. Et là, éventuellement, on pourra en reparler. Mais là, je vous demande, parce que c'est vital, et je le répète, les acteurs du tourisme l'ont demandé, que l'on reconduise à l'euro près les crédits de la précédente loi de finances. Je vous remercie. Ensuite, pour l'amendement numéro 30, à nouveau, Monsieur Delépinot. Alors, donc, cet amendement vise en fait à sauver ce qui peut être sauvé dans l'hypothèse où mon premier amendement ne serait pas retenu, c'est de limiter en fait la diminution de crédit. Donc, si j'arrive pas à obtenir tout via le premier amendement, je vous en demande d'en laisser un peu via le second. Et le un peu, c'est 3,8 millions. Hein, oui, enfin bon, au regard du ratio que j'évoquais tout à l'heure, je pense que ça n'est pas l'origine du trou abyssal de notre budget national. Voilà. Alors, est-ce que sur cette discussion commune des amendements numéro 29 et numéro 30 de Monsieur Delépinot, il y a des interventions individuelles? Sinon, je vous propose du coup de passer d'ores et déjà au vote. Alors, sur le vote, sur l'amendement numéro 29 de Monsieur Delépinot, qui est pour? Qui est contre? Donc, l'amendement est rejeté. Ensuite, l'amendement numéro 30 de Monsieur Delépinot. Qui est pour? Qui est contre? Donc, l'amendement est rejeté. Nous passons maintenant à l'amendement numéro 12 de Monsieur Lardy, à qui je passe la parole, mais du coup, je passe la parole à Monsieur Naillet. Merci, Madame la Présidente. Si je puis dire, c'est un amendement réaliste qui ne demande pas grand-chose. Il s'agit tout simplement d'annuler la réduction des 32 ETPT prévue dans la trajectoire du PLF 2025 au détriment d'Atout France. En fait, il s'agit tout simplement, chacun l'a bien compris, de rétablir les crédits budgétaires permettant de financer ces postes, soit 2 146 432 €. Merci. Merci. Monsieur le rapporteur, est-ce que vous souhaitez réagir? Oui, je reste dans ma logique. Moi, j'émettrai un avis défavorable à votre amendement puisque vous le crantez uniquement sur la question des ETP, alors que j'ai rappelé que le budget d'Atout France est beaucoup plus large dans son approche. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, votre amendement ne permet pas vraiment de parvenir à l'objectif que vous souhaitez, car les dépenses de personnel d'Atout France ne sont pas incluses dans le titre 2 du programme, mais directement dans la subvention pour charge de service public qui lui est versée et qui n'est pas inscrite au titre 2. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a des interventions individuelles sur cet amendement? Sinon, je vous propose du coup qu'on passe directement au vote. Donc, sur cet amendement numéro 12 de Monsieur Lardy, qui est pour? Qui est contre? Donc, cet amendement est rejeté. Nous avons donc fini l'avis sur le tourisme. Merci, monsieur le rapporteur. Je vous souhaite une bonne soirée et à celles et ceux qui viennent demain, je crois que nous sommes peu nombreux, mais nous sommes quand même quelques-uns. Nous irons donc au salon de l'automobile. C'est demain après-midi, c'est bien ça. Exactement, demain après-midi.